toutes et à tous. Donc voilà, j'ai l'honneur et le privilège de présenter la table ronde sur le Big Data. Donc voilà, comme le disait Mathilde, donc moi je suis Nicolas Magnès, donc je suis chargé de mission innovation au sein de VG Police sur l'antenne basée à Orléans pour la région Centre-Val de Loire. Voilà. Donc aujourd'hui on va voir justement comment gérer la complexité de la diversité au bénéfice des entreprises, et notamment donc, sur le concept de Big Data. Alors si on peut voilà, donner une définition assez rapide du Big Data, voilà, on est sur des grands volumes de données que les outils classiques, souvent de traitement, n'arrivent pas à traiter. On a aussi voilà, une grande diversité de données, et aussi c'est la règle des 3V, une grande vélocité dans les données, parce que c'est des données qui évoluent vite, et d'autant plus dans les filières du végétal, où on est dans le vivant, donc avec voilà, un monde en perpétuel mouvement, donc avec des données aussi qui se régénèrent très vite. Donc sur la session, on va avoir une présentation avec 5 intervenants et 4 cas aujourd'hui. Pendant une petite heure sur 4 cas concrets pour illustrer le Big Data dans différents sujets sur toute la chaîne de valeur du végétal. Ensuite, on aura une phase de débat sur les angles technologiques, sociologiques et économiques sur le Big Data. Et enfin, une période de questions ouvertes à la salle. Voilà, vous pourrez interpeller les intervenants sur le Big Data. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Barthez, voilà, de l'Imagrin. Voilà, le directeur du programme agriculture numérique voilà, au groupe l'Imagrin pour le secteur semencier. Pour le secteur de la production légumière sous serre, donc Éric Rajeul, voilà, ingénieur et responsable du centre de Cartefou à côté de Nantes. Marion Carrier, qui est ingénieur R&D en modélisation et chef de projet chez la start-up Cybeltech en modélisation de croissance de plantes. Pour le secteur de la production médicinée, qui est chef du service des systèmes d'information et des méthodologies chez Arvalis, mais aussi très récemment, depuis peu, directeur numérique et informatique à l'ACTA. Le secteur de l'assurance avec donc Gwenaël Simon, qui est directeur technique assurance chez le Groupama Loire-Bretagne. Donc on va commencer les présentations des activités ou des projets en lien avec le Big Data. Et donc on va commencer tout de suite par Laurent Barthez, qui va nous expliquer l'enjeu du Big Data pour l'offre de services du groupe l'Imagrin. Bonjour à tous. Je vais d'abord vous présenter rapidement l'Imagrin. Je suppose que pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez ce groupe qui est avant tout une coopérative qui est née dans le Massif central avec 2000 adhérents. C'est une petite coopérative au sens du nombre d'adhérents, grande par ses activités qui se sont développées sur 3 piliers. Le premier qui est ici les produits céréaliers, avec l'originalité de maîtriser, si on peut parler de maîtriser, mais en tout cas d'intervenir depuis la sélection jusqu'au produit final dans les rayons des magasins avec les marques Jacquet et Brossard, qui est vraiment le prolongement des exploitations agricoles. Une deuxième activité qui est bien connue ici, qui est l'activité semences potagères, puisque au travers de trois sociétés, Azera, Villemorin qui a son siège dans la région, et puis Close qui a notamment un gros centre de sélection ici à La Gouaille. C'est une activité qui tire le groupe à l'international, puisque nous sommes numéro 2 mondial des semences potagères professionnelles. Et enfin, la troisième activité, qui est l'activité historique du groupe, qui sont les semences de grande culture, maïs, tournesol, etc., qui sont très développées en Europe et Amérique du Nord, et plus récemment dans les pays tropicaux, depuis l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Donc un groupe qui a pour vocation, et je crois que c'est d'une part donc, qui est fortement dédié à la recherche, avec près de 15% de son chiffre d'affaires qui est dédié à la recherche, très international, et puis
Vous voyez tout en bas, c'est qui a l'ambition d'apporter aux agriculteurs du monde entier des solutions durables. C'est un petit peu nouveau, ça veut dire que ça inclut un peu autre chose que les semences, et c'est ce qu'on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Enfin, le big data pour nous, l'Imagrin, d'abord ça commence par les data, je dirais, il y a une vieille tradition, si je puis dire, ou une évolution qui a été extrêmement forte avec le génotypage. C'est la première activité numérique de l'Imagrin, historique et également en volume, avec une croissance tout à fait exponentielle. Alors oui, je voulais juste vous dire que je vais parler de big data, mais je n'ai plus aucun chiffre. Deuxième étape de l'Imagrin, ça a été le phénotypage, donc qui existe également depuis toujours, depuis la sélection, mais qui depuis moins de 10 ans prend une dimension en termes numériques beaucoup plus importante, puisque maintenant on est amené à utiliser des objets connectés. Par exemple, on utilise aujourd'hui beaucoup de drones, des capteurs embarqués sur les outils dans les stations de sélection, etc. De plus en plus de données climatiques. Donc là aussi, quelque chose qui est en train de grossir, qui est loin d'être à maturité, parce qu'on est convaincu qu'il y a encore beaucoup d'outils de phénotypage qui vont s'automatiser et amener encore de la donnée. Mais le gros enjeu du big data, tel que nous le voyons aujourd'hui, nous, c'est une troisième dimension, qui est la dimension de mise à disposition, finalement, de ces données, en les croisant avec d'autres données, pour les mettre à disposition de la filière, et en tout premier lieu de nos clients agriculteurs. Alors pour cela, moi j'identifie trois grandes conditions. La première, c'est la transversalité. Ça paraît peut-être naturel, mais dans une grande entreprise, c'est parfois compliqué de parler entre les différents services. Ça, pour moi, c'est une première condition, c'est que toutes ces données qui sont notamment issues de la recherche, elles puissent traverser pour arriver à être utilisées jusque dans la relation avec le client. Une deuxième condition qui, pour moi, est importante, c'est l'internalisation. L'internalisation de certaines nouvelles compétences. Je l'illustre de la façon suivante. On a récemment créé un poste de géostatisticien. C'est des sujets sur lesquels jusqu'à présent on ne travaillait jamais. C'est relativement nouveau d'ailleurs en agriculture. On a un petit peu de mal à en trouver. Ils sont plutôt dans le monde des mines ou du travail public. Et donc probablement il y aura encore d'autres technologies, d'autres savoir-faire qu'il va falloir intégrer. Mais ça aura des limites. Et à un moment donné, ce qui est la troisième condition, c'est les partenariats, qui n'est pas quelque chose de forcément nouveau, mais c'est des partenariats qui vont devenir plus intimes, puisqu'il va falloir échanger de la donnée. Si on n'échange pas de la donnée avec l'environnement, je crois qu'on ne pourra pas parler de big data. Donc voilà les trois conditions pour lesquelles, qui me paraissent majeures pour vraiment passer dans l'ère du big data pour une entreprise comme l'Imagrin. Le projet agriculture numérique digitale tel qu'il a été décidé il y a 2 ans est parti du constat que tout d'abord, l'agriculture numérique, elle impacte toutes nos activités, puisque quand on est semencier, bien évidemment, la sélection se fait au champ, la production se fait au champ, le développement se fait au champ, la relation avec nos adhérents, évidemment, c'est au travers des champs, etc. Donc on a créé pour ça depuis une communauté interne, justement aussi pour développer cette transversalité. On a à peu près une vingtaine d'experts sur ce sujet qui collaborent dans différents groupes de travail, de façon justement aussi à développer cette connaissance et intégrer un certain nombre de technologies, ou en tout cas les comprendre. Notre ambition, c'est d'enrichir notre offre avec la prescription numérique, c'est-à-dire que si on regarde notre offre traditionnellement, la semence, la génétique, eh bien, elle s'est enrichie avec bien sûr des traits qui peuvent être OGM sur certains marchés ou bien sûr non OGM, et puis des traitements qui d'ailleurs s'orientent aussi vers des traitements biologiques, etc. aujourd'hui. Et enfin, la quatrième brique, c'est la prescription, et grâce au numérique, c'est quelque chose qui est désormais possible pour nous. Et troisième élément, c'est qu'on va s'appuyer sur nos forces, parce que finalement, tout le monde s'intéresse au big data, tout le monde pense avoir un rôle à jouer. Il faut juste, si on embrasse trop large, évidemment, on ne fera rien. Donc on s'appuie sur nos forces. Nos forces, c'est d'être semencier, c'est-à-dire de bien connaître la plante, et surtout de la connaître avant beaucoup de monde. Le deuxième aspect, c'est qu'on est une coopérative, et ça nous sert énormément, puisque nous nous servons, entre guillemets, de la coopérative comme un laboratoire pour tester des outils, des hypothèses,
et avoir un retour très direct avec les agriculteurs. Et enfin, le troisième point, c'est que nous sommes multi-espèces. Donc nous essaierons, pas tout de suite, mais nous essaierons de combiner aussi nos connaissanses de différentes espèces. Alors, comment nous allons procéder, à quelle étape en sommes-nous, je dirais plutôt. Jusqu'à présent, eh bien, la relation entre le climat et la plante, c'est quelque chose qui nous est extrêmement familier, nous connaissons bien depuis longtemps. Et ce que l'agriculture numérique nous amène aujourd'hui, c'est, j'ai illustré ici une parcelle qui a un certain nombre de caractéristiques qu'on a pu avoir soit par des outils de mesure directe, soit indirects via satellite, drone, etc., peu importe. Mais cette connaissance du sol, c'est une nouvelle dimension et qui vient enrichir de manière très conséquente ce que nous savions jusqu'à présent. Et donc aujourd'hui, je dirais la vraie révolution que je vois moi dans le Big Data, une en tout cas qui impacte très fortement notre relation avec notre client, c'est le fait qu'on va être capable de faire du sur-mesure. Et ça, c'est complètement nouveau. Cette prescription sur mesure, elle a évidemment un intérêt immédiat pour l'agriculteur parce que vraisemblablement on va mieux coller à sa réalité. Et puis elle a un effet secondaire pour nous, qui est que ça oblige à intégrer ces données-là, à les comprendre, et petit à petit, c'est ce qui nous permet aussi d'améliorer notre prescription demain pour lui ou pour ses voisins. Donc je dirais pour nous, dans notre relation avec nos clients, une dimension totalement nouvelle et particulièrement, j'allais dire excitante en tout cas, riche de promesses. Pour la filière, pour moi je dirais c'est encore plus évident, c'est-à-dire que cette approche qui fait que finalement aujourd'hui on est en train de mettre le sol au centre, évidemment on comprend naturellement que ça va avoir un effet positif sur la manière de gérer les sols, sur la durabilité, d'une part, donc sur l'impact environnemental, sur la durabilité des sols, ça j'en suis convaincu, même si aujourd'hui on en est vraiment au premier balbutiement. Ça aura, je suis convaincu également, un deuxième intérêt, c'est que par rapport à la production, puisqu'on sait que, évidemment, si on est sur mesure, on va augmenter notre production, et ça, on sait que pour accompagner la croissance de la population mondiale, c'est une condition qui va être importante et intéressante. Et là, je voudrais juste faire une parenthèse, c'est que je pense aussi que le numérique, ça n'est pas réservé seulement à la high-tech, mais également à des pays qui ont des développements beaucoup moins importants, parce que le numérique permet de se substituer, dans certains cas, quand il n'y a pas de conseil, eh bien ça permet d'amener le conseil dans des endroits moins développés. Donc l'augmentation de la production, elle pourra se faire par l'amélioration des meilleurs, mais aussi par l'accompagnement de ceux qui ont moins les moyens de se développer. Et le troisième élément, c'est la sécurité, parce que les filières ont besoin de sécurité en qualité et en quantité. Donc je suis convaincu de tout cet intérêt qu'on aperçoit on est juste au balbutiement encore une fois. Je voudrais juste après pointer sur un point qui me paraît, enfin des éléments qui me paraissent particulièrement importants, qui est l'explosion, le bouleversement des relations traditionnelles. Alors le premier élément, c'est plutôt sur le mode technique, mais là probablement peut-être certains intervenants ici pourront avoir leur avis là-dessus, mais je suis convaincu que l'expérimentation qui passait traditionnellement par d'abord la micro-parcelle, puis quelques parcelles, puis encore un peu plus de parcelles, elle va être complètement bouleversée, c'est-à-dire qu'on peut désormais lancer des choses, je dirais de manière assez large, bien sûr en prenant quelques précautions, mais que ce soit via des outils de modélisation d'abord, pour sécuriser un peu, via ensuite des alternances, des comparaisons, mais qui en grand nombre permettront de dégager des tendances et qui nous permettront de raccourcir très fortement ce développement et de diminuer les coûts aussi de développement. Alors nous, semenciers, on sera quand même contraints dans les générations, début de la création des variétés, on sera quand même contraint par la quantité de semences et donc on va toujours travailler en micro-parcelles. Mais dans d'autres cas, je pense que dans des notions de développement, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus vite. Deuxième élément, c'est le partage des données, j'ai déjà un petit peu évoqué, mais pour moi il y a plusieurs dimensions. Déjà le partage de données entre opérateurs, entre ceux qui, chez un agriculteur par exemple, interviennent, il est indispensable et j'ai incontournable qu'on puisse communiquer entre nous. C'est pas gagné, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas facile comme je vous l'ai dit en interne, c'est pas forcément facile en externe.
Mais il y a aussi d'autres opportunités qui est le partage entre agriculteurs, qui est quelque chose qui se fait depuis très très longtemps, mais qui là aussi peut prendre une dimension nouvelle. Alors, dernier point, ce sont les nouveaux entrants, et ça, je dirais, ça fait forcément un petit peu peur quand on regarde un certain nombre de secteurs, comme le secteur hôtelier ou des taxis, bon, peut-être un peu rebattus, mais on voit bien que les relations sont complètement bouleversées, qu'il y a des nouveaux entrants. Effectivement, ça peut être une menace. Je pense que certaines, quand on voit par exemple que Google s'intéresse à une société comme une start-up qui s'appelle Farmers Business Network, qui est en fait justement une société, enfin une plateforme de comparaison entre agriculteurs, qui deviendra demain une plateforme qui est en train de devenir une plateforme d'achat, il est clair que ça bouleverse complètement les relations traditionnelles, fournisseurs, distributeurs, etc. Donc c'est quelque chose qui peut faire peur aux acteurs traditionnels. Donc je dirais à nous de bien nous investir premièrement, je pense à nous de bien communiquer et de construire des plateformes ensemble, et c'est une condition absolument indispensable, parce que sinon effectivement on risque d'avoir des sociétés extrêmement puissantes qui prendront le dessus naturellement, car le numérique amplifie tout, y compris les leaderships. Voilà, donc je dirais une crainte, c'est de devenir le Big Brother, que le Big Data, ça soit le Big Brother. Je pense qu'on a tous un petit peu cette crainte. Pour ma part, en forme de conclusion, je dirais que oui, c'est une crainte. Si cependant on arrive entre différents intervenants et dans le respect de l'agriculteur à, je dirais, créer des plateformes et des communications, je dirais, suffisamment tôt et suffisamment transparentes, eh bien, nous arriverons à transformer ce Big Brother en un smart friend, comme Milouche, un peu tintinologue. Donc voilà, en forme de conclusion, je dirais que j'espère que nous arriverons à cette transformation. Donc on voit à travers votre intervention que voilà, l'enjeu va être de faire du sur-mesure, donc de la personnalisation aussi dans la prescription, en lien avec de l'agriculture de précision, de l'agriculture durable, en mode collaboratif, et aussi une agriculture plus ouverte justement pour éviter l'hégémonie de certains grands groupes et permettre aussi d'avoir de nouveaux intervenants, de nouveaux entrants dans les filières du végétal. Merci. Donc je vais passer la parole voilà, au CTIFL et à Cybeltech, donc avec Éric Bragel et Marion Carrier, donc, qui vont nous montrer maintenant l'utilisation du Big Data dans la production sous serre, au travers notamment du projet Magestan. Donc bonjour à tous. Donc avec Marion Carrier de la société Cybeltech, donc on va vous présenter donc le projet Magestan et plus généralement, je dirais, les possibilités pour nous d'intégration des technologies numériques dans le secteur de la production maraîchère sous serre. Alors tout d'abord, on va se présenter. Donc moi, depuis le rapprochement, je dirais CTIFL Interfel, j'ai tendance à présenter un petit peu les deux structures. Donc Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes. Donc pour faire simple, ce sont les accords interprofessionnels, c'est tout ce qui est en fait communication au niveau des fruits et légumes, par exemple les 5 fruits et légumes par jour. Et c'est également, depuis le rapprochement, je dirais, la définition des orientations de recherche et d'expérimentation dans la filière. Le CTIFL auquel j'appartiens, donc c'est l'Institut technique de la filière fruits et légumes. Donc on contribue, je dirais, au processus d'innovation au niveau de l'ensemble de la filière, de la graine, je dirais, au magasin. Pour contribuer, donc, on a une expertise dans tout ce qui est recherche et expérimentation. On a des actions, je dirais, d'information et de formation pour l'ensemble des acteurs en fait, de la filière fruits et légumes. On est à peu près 260 personnes, réparties donc, sur notre siège effectivement à Paris et dans différents centres, dont le centre effectivement de Carquefou que je dirige, donc, qui est Carquefou auprès de Nantes. Et donc on est équipé de différents compartiments de serre expérimentale dans lesquels on va intégrer et valider, je dirais, les différentes composantes du projet Magestan. Merci. Pour vous présenter rapidement Cybeltech, c'est une PME créée en 2011, nous sommes maintenant 11, et notre objectif c'est d'appliquer au monde végétal les technologies qui sont utilisées dans le monde de l'industrie, notamment pour ce qui est de la simulation. Donc pour ça, nous sommes d'un point de vue technique 10 ingénieurs et chercheurs, on recrute d'ailleurs, si ça peut intéresser certains.
Et ce que nous développons, les briques technologiques que nous développons pour mettre au service du végétal, peuvent être résumées de la manière suivante. Donc, si on parle de la donnée qui nous intéresse aujourd'hui, on ne va pas se cibler sur l'acquisition de la donnée, on va se trouver juste derrière sur la gestion, le stockage de la donnée, et un V que je rajouterai aux 3 V du Big Data de Nicolas, ce serait la validation de la donnée, vérifier que cette donnée est valide, puisqu'ensuite on va chercher à l'étudier via des outils statistiques, donc ça peut être des outils statistiques un peu classiques, ou de machine learning jusqu'à du deep learning si on en a besoin avec des réseaux de neurones à plusieurs perceptrons cachés, ou des modèles à l'inverse mécanistes qui vont intégrer donc la connaissance que l'on peut avoir du fonctionnement de la croissance des plantes. Ces différents outils de représentation des systèmes de culture, on va s'en servir dans des outils de simulation ou d'optimisation numérique, et on va pouvoir les rendre plus pertinents grâce à des méthodes statistiques d'assimilation en temps réel de données, donc d'observation supplémentaire temps réel de nos systèmes d'intérêt que sont les cultures. Et finalement, comme tous ces outils sont demandeurs en temps de calcul, on va s'appuyer sur des infrastructures informatiques dédiées, notamment des infrastructures HPC et ou Big Data. Marion, tu peux peut-être nous préciser HPC, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Le calcul, c'est calcul haute performance. Donc c'est assez complémentaire de la Big Data, ça va plutôt être du Big Computing. En gros, on a beaucoup d'opérations sur la même donnée. On va utiliser plutôt des infrastructures HPC, alors que les infrastructures Big Data, c'est vraiment pour déployer un calcul assez simple, mais sur beaucoup de données. Donc Sibeltech, à partir de ces technologies, qu'est-ce qu'on propose? Donc la manière dont on fonctionne, c'est de proposer du conseil ou des études de faisabilité dans un premier temps. À partir de ces études, on va proposer des prototypes d'aide à la décision, basés sur les technologies que je vous ai présentées, jusqu'à le développement de plateformes de services dédiées pour nos clients. Donc justement, nos clients, qui sont-ils? De manière très schématique, on va se positionner sur quatre segments de valeur que l'on souhaite apporter au monde agricole. Tout d'abord, c'est la valorisation des données historiques de nos clients, puisqu'on a beaucoup de clients qui accumulent beaucoup de données, des données très différentes depuis des années, en négligeant leurs coûts et sans demander de retour sur investissement de ces données. Donc finalement, l'idée, c'est comment on utilise ces données pour apporter de la valeur au fonctionnement du client. Ensuite, puisqu'on a une approche assez transverse à partir de cette technologie sur l'ensemble sur le PLM, en fait, le cycle de vie du végétal, on va s'intéresser à la sélection variétale, on va proposer des outils qui vont permettre d'accélérer à la fois la création et la validation des variétés, des outils également sur la conduite des cultures, on va en parler avec Eric juste après, et au final, comment optimiser les processus de transformation en amont avec la phase amont de la filière. Donc avant effectivement de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, c'est-à-dire effectivement le numérique et la production sous serre, vous rappelez quand même quelques éléments de contexte technico-économique et attentes consommateurs de cette production. Vous verrez que c'est pas inintéressant effectivement pour analyser quelque part la valeur ajoutée que peut amener le traitement des données. Alors tout d'abord, il faut savoir que 80 à 90% des tomates et des concombres produits en France ne sont sous serre hors sol chauffé. Donc ça se fait environ sur 1200 hectares de serre. Donc on est sur des productions relativement capitalisées, puisque pour un hectare de serre, il faut compter plus d'1 million d'euros l'hectare. On est sur 4 à 500 000 euros de frais de fonctionnement en prenant en compte l'amortissement par hectare et par an. Bon, à côté de ça, on a des producteurs qui sont extrêmement dynamiques, qui renouvellent, qui modernisent en fait leurs outils. On a par contre effectivement une production totale qui est, je dirais, qui ne compense pas la consommation française. Pour donner un exemple, l'exemple de détail, c'est l'exemple de la tomate. On importe autant de tomates qu'on en produit en France. Donc il y a en fait une marge de progrès qui est relativement importante. On a de l'autre côté de la chaîne des consommateurs qui sont, je dirais, c'est rien de le dire, attentifs vis-à-vis de ce système. Il n'y a pas d'opposition a priori, d'après les études qu'on a pu mener, entre l'intensification du système hors sol chauffé et la durabilité. Aujourd'hui, les consommateurs ne sont plus opposés. Par contre, ils mettent des conditions d'acceptabilité. Et parmi ces conditions d'acceptabilité, une des premières, c'est le respect de l'environnement. Une autre très importante, et je me demande si elle vient en second ou en première, c'est l'amélioration de la qualité gustative, qualité nutritionnelle. Qualité sanitaire, et là effectivement la serre a des atouts effectivement à apporter, et puis dans une moindre mesure, je dirais, l'amélioration des conditions de travail.
Alors, si on revient, je dirais, à l'étape de production, on peut considérer aujourd'hui qu'on est vraiment à la croisée des chemins en termes d'innovation technologique. Croisée des chemins, je m'explique, à deux niveaux. La première, c'est qu'on a des systèmes de contrôle des serres qui sont de plus en plus complexes. Et cette complexité, elle est rendue, je dirais, nécessaire pour arriver à avoir des serres de plus en plus durables. Je vais donner deux exemples, histoire effectivement de ne pas être trop conceptuel. La première, c'est les serres dites semi-fermées. Quand on regarde les serres il y a 20 ans, on chauffait l'hiver, on aérait l'été. Aujourd'hui, les modèles de serres les plus high-tech, on est sur des serres semi-fermées. On est non seulement capable de chauffer, mais également de déshumidifier, de refroidir. Bon, je passe en fait l'éclairage qui commence à se développer un petit peu en serre et le mix énergétique indispensable pour arriver, je dirais, à avoir une efficience optimale au niveau des serres. Tout ça, effectivement, complexifie matériellement parlant, je dirais, le système serre. Donc ça, c'est une première donnée qui montre qu'on est à l'approche des chemins. Le deuxième élément, c'est qu'on a des évolutions d'objectifs. L'objectif monolithique, effectivement, de production, il a cessé d'être. Et aujourd'hui, on est sur des niveaux de production, enfin des objectifs de production qui sont complexes, et en quantité, et en qualité, et en segmentation. Et on a également des objectifs d'autant plus complexes par rapport à la gestion des intrants. Ce qui veut dire que nous, on est persuadé aujourd'hui qu'on est, allez, je vais lâcher un peu le mot, sur, on va dire, une quatrième révolution technologique en serre. On passe du système serre confiné où il y a 50, 60 ans, les gens effectivement utilisaient la serre pour protéger les espèces végétales des aléas climatiques. On est ensuite allé sur la serre chauffée de manière à être capable de piloter au mieux par rapport à la température à l'hygrométrie, allonger également les calendriers de production. Ensuite, là, les cultures sur substrat qui permettent de s'affranchir, ou au moins de limiter fortement, je dirais, les problèmes de sol. Et aujourd'hui, je suis persuadé que si on veut pouvoir utiliser au mieux les innovations de rupture, j'en ai cité quelques-unes, il va falloir aller, bon, le terme après peut être discuté, vers une serre connectée. Alors, la serre, très concrètement, on a un très fort potentiel d'action, puisque comme je vous l'ai expliqué, on a beaucoup d'actionneurs, beaucoup de leviers possibles, mais qui sont très dépendants, effectivement, et peut-être encore plus dépendants, je dirais, qu'en plein champ, des observations. Et là, l'observation est quelque chose qui va être limitant. Aujourd'hui, on pilote par rapport à des mesures passées et ponctuelles. Alors, ça va être des mesures en serre, c'est des variables d'état, température, hygrométrie, taux de CO2, ça va être des niveaux de consommation en eau, en éléments nutritifs, en énergie, ça va être des mesures d'architecture et de croissance de plantes, mais en tout cas, on est sur un pilotage de correction. Et l'idée, tout l'enjeu en fait, du projet Magestan, dont on va vous parler avec Mario, c'est l'utilisation de nouveaux capteurs et de modes de communication type Internet des objets pour être capable de piloter demain en temps réel ou en quasi-temps réel avec des données spatialisées, à bas coût si possible, parce qu'elles vont être forcément un petit peu plus nombreuses. Bon, en prenant en compte le fait que la serre, on est quand même sur des milieux, c'est plus simple un petit peu comme en plein champ, on est sur des milieux de petite taille, clos, relativement homogènes, mais c'est surtout qu'on soit capable de piloter par rapport vraiment aux composantes d'intérêt de la serre, c'est-à-dire à des objectifs d'augmentation de productivité, d'augmentation de qualité, de réduction des intrants. Bon, en un mot, s'il fallait résumer, on soit capable de piloter par rapport à l'efficience. Alors, avant de passer la parole à Marion Carrier, qui va nous parler un petit peu dans le détail, je dirais, du numérique, comment effectivement on peut voir la valorisation des données pour la filière agricole? Déjà, il y aura valorisation des données que s'il y a création de valeur ajoutée. Et nous, on voit cette création de valeur ajoutée par rapport à au moins deux éléments. Le fait d'améliorer, je dirais, la compréhension, je dirais, des phénomènes et être capable de les reproduire. Alors, je quitte le côté conceptuel et donc j'arrive sur des choses plus concrètes. Comprendre le fonctionnement de chaque agent de la serre, comprendre comment fonctionne le climat intérieur, comment fonctionne, je dirais, la plante par rapport à ce climat et son interaction, comment effectivement choisir effectivement sa variété. On est capable, aujourd'hui, on va être capable dans les prochains mois, je dirais, de décorréler, je dirais, l'environnement et la génétique. Donc adapter quelque part les génétiques, a priori, quel choix effectivement de variété par rapport à quel objectif de production, par rapport à quel climat extérieur, quel choix de système, comment adapter les actionneurs a priori, ça fait partie, c'est l'aide à la décision, je dirais, pour les professionnels. Et aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui est important par rapport à l'offre, je dirais, de variétale et de système qui peut être proposé. Le deuxième élément, c'est d'être capable de reproduire le comportement de la serre, qui passe effectivement par le fait de pouvoir prévoir l'effet
d'une action sur le climat ou sur la plante. Et donc l'idée c'est de pouvoir piloter de manière plus automatisée, plus temps réel. Et j'ai dit tout à l'heure effectivement qu'on allait vers des systèmes de plus en plus complexes, oui matériellement parlant, mais si on veut être plus efficient par rapport à des innovations de rupture, par rapport à des systèmes matériellement de plus en plus complexes, il va falloir être de moins en moins complexe au niveau du pilotage et donc quelque part externaliser une partie du pilotage et la simulation peut nous y aider. Et puis le dernier axe qui peut contribuer en tout cas pour la production sous serre à la valorisation des données, c'est le fait de pouvoir mieux assurer le transfert de technologie entre les différents modes de production qui utilisent des abris. Bon, évidemment, notre mode de production sous serre chauffée hors sol, mais peut-être demain la sériculture urbaine, enfin tout ce qui est agriculture urbaine sous serre, peut-être demain les serres photovoltaïques, peut-être demain les abris froids. Et donc assurer effectivement, améliorer le transfert technologique, je pense que la simulation peut y aider par une meilleure généricité, je dirais, des conclusions et je dirais des transferts. Donc voilà, ces objectifs qui sont aujourd'hui dans le projet Magestan, on va essayer d'y répondre à la plus grande partie. Donc je passe la parole à Marion Carrier qui va vous développer un petit peu les outils numériques. Donc pour illustrer un peu cet aspect valeur, et le 5e V qu'on a bien ajouté en général au Big Data, comment valoriser la donnée sur notre projet commun sur la serre hors sol chauffée. Donc l'idée c'est qu'on a, comme on l'a dit, un grand nombre de données, surtout des données très hétérogènes et assez précises sur le fonctionnement de la serre, du climat, des plants. Et donc à partir de ces données, on va être en quelque sorte capable de virtualiser son fonctionnement, virtualiser le fonctionnement de la serre et de ses différents agents, que ce soit le climat, le substrat et la plante, qui vont eux-mêmes s'influencer. Et dans le cadre d'un projet comme Magestan, on va s'intéresser, qui est basé sur un premier cas d'étude sur la tomate, on va s'intéresser à avoir un focus spécial sur le fruit, puisque ce qui va nous intéresser finalement c'est la performance économique, donc le gain pour le producteur qui va être chiffré, si on le schématise de manière assez grossière, comme le rendement en fruits, multiplié par le prix unitaire qui va dépendre des propriétés qualitatives et gustatives de ce fruit, auquel on va soustraire les coûts en énergie, en intrants, etc. Donc une fois qu'on a ce simulateur de notre système serre, on va s'en servir comme d'une serre expérimentale virtuelle et pour tester pour une serre donnée chez un producteur, tester différentes possibilités d'action, différents scénarios que l'agriculteur pourra appliquer pour gérer sa serre, afin d'identifier le scénario ou les scénarios qui seraient les plus à même de maximiser les objectifs que le producteur a demandés en termes de rendement, de qualité et de coût. Donc c'est les phases d'optimisation des systèmes. Et donc pour aller encore plus dans le concret, on a un projet commun avec le CTIFR entre autres, sur lequel on vise à mettre au point 2 prototypes d'ici 2018, donc qui vont intervenir sur des serres. Et donc, dans ces serres, on déploie des réseaux de capteurs, donc avec des connexions bas débit, basse énergie, donc du LoRa, en sans fil, pour observer le climat de la serre, mais aussi son hétérogénéité au sein de la serre en dupliquant les capteurs, également observer l'état de la plante, l'état des fruits qui évoluent. Et donc, ces données vont être remontées vers un système déporté sur des infrastructures informatiques, HPC et Big Data, qui vont construire à partir de ces données une modélisation, une simulation de la serre, et à partir de ce simulateur, chercher des conduites de climat de la serre qui vont répondre et optimiser le coût, le gain que le producteur aura demandé. Donc en termes de rendement, de qualité du rendement et de diminution du coût énergétique. Donc ces consignes seront transmises à l'agriculteur via une interface web au sein de sa serre et s'il les valide, elles peuvent être transmises à un deuxième outil qui est lui déporté, embarqué au plus proche de l'automate, qui va, on peut le voir comme une version déportée, une version disons allégée, un peu dégradée du modèle du climat de la serre déportée, qui va avoir lui un objectif de temps réel, et son objectif ça va être de décorréler les influences des actionneurs sur les différentes variables du climat, et donc conseiller en quelque sorte l'automate, de sorte à rendre l'interface et le paramétrage de l'automate qui devient très très compliqué pour le technicien ou le producteur aujourd'hui, de le rendre plus simple en changeant finalement les leviers. Au lieu de régler les influences de tel actionnaire sur sa gravité de climat, avoir des leviers un peu plus haut niveau sur de la performance, du positionnement en qualité, en quantité de production, ce genre de choses. Donc je pense qu'on a fini. Simplement donc, pour vous préciser que notre objectif c'est d'avoir 2
témoins, un chez le CPIFM pour une comparaison expert et un chez un producteur, donc en conditions vraiment réelles de production, et ce fin 2018. Donc ça rejoint un petit peu aussi les conclusions dans la première intervention, à savoir que on voit bien qu'on passe un peu un gap en culture sous serre avec voilà, une culture mieux maîtrisée, une production sous serre aussi plus réactive, plus agile, axée sur la qualité notamment, et où l'enjeu est aussi de mieux comprendre toute la complexité pour mieux anticiper aussi demain. Voilà, les cultures sous serre, et donc un lien aussi évident avec l'agriculture de précision, l'agriculture durable. Donc merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole donc, à Mehdi Siné, qui va nous faire partager la vision d'Arvalis et des instituts techniques sur l'impact du Big Data sur l'agriculture de demain. Et bonjour à tous. Donc oui, pour me présenter, donc, je suis Mehdi Siné, je suis responsable du service des systèmes d'information à Arvalis Institut du Végétal. Et tout récemment, je suis amené à diriger au niveau de l'ACTA, qui est l'association qui fédère les instituts techniques, les activités numériques pour les projets qui sont conduits en partenariat, les actions collectives. Juste à titre de, c'était pas fait exprès, mais une transition avec ce que vous venez de voir, c'est une photo de serres mobiles qui sont sur un dispositif truffé de capteurs d'Arvalis près d'Orléans. Et ce que vous voyez à l'écran, ce sont des serres qui se déplacent sur des parcelles, sur des rails, et qui sont équipées de portiques de phénotypage, ce qui fait le lien aussi à ce qui a été dit avec l'orateur de l'Imagrin. Donc on a une activité à Arvalis qui, pour schématiser, peut se résumer à deux types d'actions, une acquisition de références et donc de la recherche appliquée. Nous sommes au service, comme tous les instituts, des producteurs qui sont nos mandants et qui dirigent notre programme d'activité. Et nous acquérons un grand nombre de références depuis de longues années. Et nous avons opéré le virage du numérique aussi pour cette activité d'acquisition de références, et nous utilisons énormément de capteurs dans nos dispositifs de recherche. On fait encore beaucoup de travaux sur les micro-parcelles, mais elles sont de plus en plus observées par des robots de phénotypage, ou par des portiques, ou par des drones, ou par d'autres vecteurs qui nous permettent d'acquérir énormément de données. Donc le Big Data, chez nous, il commence aussi au niveau de l'acquisition de références, puisque ces dispositifs produisent chaque campagne des terrains de données qu'il faut être ensuite en mesure de pouvoir analyser. Voilà, c'est sur la diapo suivante. Donc, je ne vais pas trop parler de l'activité de recherche, mais plutôt de l'autre activité des instituts techniques qui est de produire une information et de transférer ses connaissances aux producteurs, et de la nécessaire ouverture que je vois en tout cas derrière, comme enjeu très fort derrière le numérique. Et j'ai mis en avant 3 projets interinstituts qui sont très récents et qui sont tournés justement vers l'utilisation des outils du numérique au service des producteurs et de la compétitivité des filières. Le premier, c'est les digifermes. Nous avons au-delà de nos stations expérimentales, des exploitations à taille réelle, qui sont conduites comme des exploitations classiques et qui vont expérimenter des systèmes de production conciliant compétitivité économique et performance environnementale. Et nous venons d'ouvrir l'année dernière, en partenariat avec l'Institut de l'élevage, l'Institut technique de la betterave et Terrinovia, l'Institut des cultures oléagineuses et protéagineuses, ce type de dispositif. Donc ce sont 2 digifermes, 2 fermes qui vont mettre en œuvre des outils du numérique qui sont soit déjà en production, soit déjà disponibles pour les producteurs et que nous allons évaluer sur le terrain, soit qui sont en pré-série, qui ne sont pas encore sortis et qui ont besoin d'être, je dirais, appréciés et confrontés à l'expertise des instituts techniques, voire améliorés, enrichis par l'expertise des instituts. Donc, on développe en fait sur ce type de dispositif les outils d'aide à la décision de demain. Arvalis propose une large gamme d'outils d'aide à la décision, mais qui évoluent
énormément et surtout qui se développe en partenariat. Les instituts techniques sont rarement en capacité seuls à proposer des outils d'aide à la décision et de les développer chez les producteurs. Pour n'en citer qu'un, un service qui valorise les données satellites, c'est FarmStar, qui est développé également avec Terrinovia, qui couvre aujourd'hui 800 000 hectares, c'est un des tout premiers OAD, je pense, sur le territoire français, et qui combine justement les compétences du satellite proposé par Airbus et les compétences de l'expertise technique d'Arvalis et de Terrinovia qui proposent des modèles agronomiques confrontés aux capteurs, en l'occurrence satellites. On travaille avec d'autres opérateurs, des dronistes, Météo France aussi, avec qui on vient de sortir un nouvel outil sur les prévisions agro-météorologiques pour les producteurs. Voilà, donc ce dispositif de DigiFerm est vraiment très important et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un dispositif qui est ouvert aux startups. Donc notamment, on a lancé un certain nombre de projets de maturation de technologie des startups et on travaille avec plusieurs d'entre elles, plus d'une dizaine je pense aujourd'hui, avec qui on enrichit les services offerts aux producteurs sur ce type de dispositif. L'impact sur les exploitations du numérique, pour nous, je l'ai représenté de la manière suivante. Il y a déjà des vecteurs d'observation qui s'améliorent. Donc, pour quelques illustrations qu'on utilise tout à fait de manière maintenant régulière, ça va du satellite jusqu'aux lunettes connectées. Nos techniciens sont en train d'évaluer ce type de vecteurs, des lunettes, pour leur faciliter la vie, pour observer les parcelles dans les champs. On utilise aussi de plus en plus le smartphone, qui est un vecteur que de plus en plus de producteurs ont dans la poche et qu'on peut valoriser notamment sur la partie appareil photo, puisqu'on met en œuvre des modèles qui sont capables d'estimer l'état de la végétation à partir de photos prises par smartphone. L'enregistrement, la transmission des données est un autre enjeu très important. Donc les données doivent être transmises. On a entendu parler des réseaux bas débit qui se développent énormément sur les territoires. Et l'IoT, l'Internet des objets, valorise énormément ce type de réseau. Et alors j'ai mis un cadenas ici parce qu'il y a beaucoup quand même de préoccupations de sécurité. Donc sur ces données, il faut être aussi très vigilant sur la protection et la sécurisation de ce type de dispositif. L'analyse des données, c'est bien d'avoir des capteurs. Si on prend l'image, c'est comme si vous aviez des yeux ou des oreilles, mais si vous n'avez pas un cerveau, ça ne vous sert à rien. Donc les capteurs en tant que tels n'ont pas une grande utilité. Il faut être en capacité ensuite de traiter, d'analyser, de comprendre les données. Et donc là, c'est le développement de compétences nouvelles. On parle de data scientist. C'est des compétences très recherchées aujourd'hui par toutes les entreprises qui veulent travailler dans le numérique. Décider, on se positionne clairement comme apporteur de solutions pour les producteurs, donc on développe des outils d'aide à la décision et pas des outils de prise de décision. Donc l'intégration des producteurs, de leurs problématiques, de leurs besoins, le confort d'usage des technologies est un point très important pour développer le numérique dans les exploitations. Et puis enfin le dernier levier qui est l'action, on va beaucoup le retrouver au niveau de l'agroéquipement. On voit que les grands constructeurs investissent énormément sur le numérique et également ils ont tous un axe stratégique sur le digital farming puisque finalement c'est le moyen d'action au champ en tout cas pour développer l'intelligence qui est acquise dans tout ceci. Donc là j'ai mis quelques exemples de matériel qui sont testés sur nos exploitations, et du pilage avec des caméras. Il y a de la reconnaissance de l'état du couvert pour apporter la bonne dose d'engrais au bon endroit, et l'agriculture de précision, des services comme FarmStar qui propose également aussi d'apporter les intrants au bon endroit et au bon moment. Voilà pour les DigiFerm. Toujours pour rester dans cet esprit d'ouverture, nous avons développé, alors là tous les instituts sont associés dans ce projet, tous les instituts techniques, des filières végétales comme des filières animales d'ailleurs, se sont regroupés autour d'une plateforme qui s'appelle API-AO, qui a été inaugurée l'année dernière et qui est disponible. Vous pouvez aller sur le site internet, découvrir cette plateforme. On est vraiment dans l'idée de partager, pour co-innover, pour développer des innovations, ouvrir son système d'information. C'est une nouvelle logique et dans laquelle les instituts se sont inscrits
pour proposer un certain nombre de référentiels en open data ou en open API. Alors, les API, ce sont des interfaces qui permettent entre deux applications de se connecter pour partager des données de manière sécurisée, créer un nouveau service. Et donc nous avons ouvert cette plateforme API Agro l'année dernière qui propose des données et des API. Donc par exemple les modèles qu'on a vus tout à l'heure, ce sont des modèles qui sont potentiellement accessibles ensuite au travers de ce type de technologie pour les intégrer ensuite dans d'autres outils que ceux qui étaient prévus initialement. Et c'est bien dans un esprit de partage et de mutualisation que nous avons construit cette plateforme pour créer des services, réutiliser les données. Souvent les données on acquiert des données dans un but précis, mais les exposer, les proposer à d'autres, c'est aussi créer des opportunités de réutiliser des données pour lesquelles on n'avait pas forcément pensé d'usage au départ et que d'autres vont pouvoir s'emparer pour créer de nouveaux usages. Donc il y a vraiment une idée de réutilisation derrière cette plateforme qui sert à interconnecter, à connecter des applications entre elles pour créer des liens entre les données. La valeur aussi, bien sûr. Beaucoup de données sont sous-valorisées, elles sont stockées, enfermées, détenues par tous les acteurs qui sont très vigilants et très peu souvent ouverts à partager leurs données, mais elles peuvent trouver ces données une valeur si on les expose. Et puis voilà, bien sûr, la plateforme est ouverte, donc vous pourrez aller voir sur le site internet plateforme API Agro, vous tapez ça dans votre moteur de recherche préféré, vous trouverez un nombre de données en open data. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que derrière il y a des données privées, vous pouvez développer, et nombre de nos partenaires développent des partenariats en B2B pour créer des services, comme on l'a fait par exemple avec Farmstar. On crée un service en s'associant avec Airbus et on utilise ce type de technologie pour communiquer nos données entre partenaires pour créer un nouveau service. Donc on peut aussi utiliser un mode privé. Je fais juste un petit peu de promotion puisqu'à l'occasion du CIMA, nous organisons un hackathon qui proposera un grand nombre de données aux équipes qui souhaitent participer pour développer des services à partir de ce type de technologie. C'est aussi une forme nouvelle de faire contribuer des équipes et créer des idées à plusieurs. Et je terminerai avec ce dernier point. Nous avons au sein des instituts techniques également écrit, rédigé et rendu disponible fin d'année dernière un livre blanc sur les recommandations. C'est un papier de position des instituts pour favoriser l'accès et la valorisation des données pour la recherche, puisque beaucoup de données sont captées par des éditeurs de logiciels, par des fabricants, par des services privés qui captent ces informations. Et pour favoriser la mise à disposition de ces données, notamment pour la recherche, nous faisons un certain nombre de propositions. Voilà, on a représenté ça encore sous forme graphique. L'exploitation est de plus en plus et sera de plus en plus demain truffée de capteurs, on parle d'IoT, qui vont capter ces données, les mettre en silo, pas toujours les rendre disponibles. Et on pense que pour innover, il faut fluidifier les échanges de données entre les applications. Tout ça dans un esprit de confiance, ça aussi c'est un point très très fort. On a pas mal de producteurs qui sont soucieux de ce qui va être fait, de ce qui est fait de leurs données. On n'a pas toujours la main, on n'a pas toujours la lisibilité de ce qui est fait dans les données qui sont collectées. Donc on propose dans notre livre blanc un certain nombre de recommandations. Je ne vais pas tout les citer parce qu'on n'a peut-être pas le temps, mais sur la dernière, notamment, on propose un certain nombre de bonnes pratiques dans les conditions générales d'utilisation. On doit respecter une charte pour expliquer quand on collecte des données, pourquoi elles sont collectées, à quelle fin, les possibilités de retrait, la possibilité ou pas de transmettre ces données à des tiers, etc. etc. Voilà, et puis bien sûr de laisser la maîtrise de ces flux de données aux producteurs. Donc on organise d'ailleurs bientôt un atelier, les instituts techniques organisent fin du mois un atelier sur la maîtrise et la gestion du consentement. Donc on s'est associé avec un certain nombre d'opérateurs comme, il y a différents éditeurs de logiciels agricoles, je ne vais pas tous les citer, mais il y a aussi Orange qui s'est associé autour de nous pour proposer un projet qui va permettre la gestion du consentement, s'assurer que le producteur, quand il souscrit un service,
consent à confier ces données à son éditeur, voire à les transmettre et faciliter l'interopérabilité pour lui éviter aussi d'avoir à ressaisir la même information dans X système, de pouvoir faciliter la migration des données d'une application à une autre. On voit aussi de la même façon que les outils présentés vont aussi dans le sens d'une agriculture aussi grâce au big data plus ouverte, plus collaborative aussi, des coopérations avec des startups, l'ouverture vers d'autres secteurs d'activité, avec les développeurs aussi, capables de proposer des services demain à partir de ces bases de données voilà, qui peuvent être générées par plusieurs types d'acteurs différents. Donc merci beaucoup et on va finir cette première partie sur un quatrième et dernier cas voilà, qui est souvent peu abordé, comme je le disais en introduction, dans ce type d'événement, sur l'assurantiel. Donc voilà, Gwenaëlle Simon, je vais vous laisser la parole pour nous montrer ce que le Big Data peut apporter justement dans le domaine de l'assurance. Alors effectivement, moi je vais être un peu plus, je suis pas iconoclaste, en tout cas je vais venir d'un autre monde, comme on dit, de l'assurance, sachant que, bon, juste petite la présentation rapide de l'entreprise, donc moi je travaille à Groupama en Bretagne, donc vous le verrez sur le territoire, c'est 6 départements, donc je suis à Rennes, mais beaucoup, effectivement Angers fait partie de notre territoire, notre département 49. Historiquement, donc Groupama, vous le savez, c'est l'assurance des agriculteurs, donc on a, on va dire, une position, on va dire, très importante dans ce domaine, mais aussi très présent aussi en santé individuelle, en collectivité locale. Donc aujourd'hui, on est un acteur généraliste. Et c'est vrai que la notion de données en assurance est extrêmement exploitée, hein, puisqu'un assureur va avoir beaucoup de statisticiens, des actuaires. Aujourd'hui, on appelle ça des data scientists, mais à l'origine, donc en assurance, on a l'habitude d'utiliser beaucoup de données, de regarder effectivement comment elles fonctionnent, les historisations, et d'en faire des modèles pour l'avenir, prédictifs, pour pouvoir déterminer nos primes, nos conditions aussi d'assurabilité et autres. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les données se multiplient, elles se multiplient en nombre, mais en différence aussi. Et ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin justement dans cette approche. On le fait beaucoup, effectivement, sur les produits de masse, parce qu'il y aura forcément derrière un côté industriel qui sera extrêmement important en termes de données. Et ce qu'on va aussi beaucoup utiliser autour des données, c'est comment on peut en faire de la prévention. Les assureurs ont une mauvaise réputation d'être des mauvais payeurs, ou du moins de ne pas vouloir payer. Mais c'est vrai que nous, si on préfère, sur le fond, éviter le sinistre que de devoir l'indemniser. Donc effectivement, ces données-là aussi vont nous permettre de définir comment on peut, dans certains cas, éviter, on va dire, que les sinistres apparaissent. Ou, dans certains cas aussi, de dire comment on peut les assurer. Et aujourd'hui, il y a des risques qu'on n'assurera pas parce qu'on n'a pas les données et que demain on pourra assurer parce que certaines données seront disponibles, ce qui nous permettra de limiter la fréquence, les intensités et ce genre de choses. Dernier point qui n'a pas forcément été évoqué, pour nous le côté big data aux données en général, c'est aussi comment on peut travailler à simplifier la gestion des contrats. Je mets une petite phrase à la fin, c'est comment masquer la complexité de l'assurance. On est, nous en assurance, un métier très réglementaire, juridique, très complexe. Je pense que vous prenez toujours beaucoup de plaisir à voir votre conseiller d'assurance pour souscrire un contrat auto, mais quand même. Et pour vous donner un petit ordre d'idée autour de ça aussi, je vais prendre l'exemple de l'auto, qui n'a rien à voir avec l'agricole, mais qui donne vers quoi on va sans doute dans d'autres métiers. Il y a 5 ans, pour faire un tarif auto, on utilisait 15 données. Aujourd'hui, on utilise 42, par exemple, pour Groupama. On ne vous demande pas 42 données. Ce qui veut dire que à travers cette mécanique, aujourd'hui, on va vous demander votre numéro d'immatriculation, ce qui va nous permettre d'accéder à des bases de données qui ont déterminé des coûts moyens par modèle et autres. Par rapport à votre adresse, on va accéder à, auparavant, un zonier, aujourd'hui 5 zoniers qu'on aura déterminés en fonction du type de garantie et autres. Donc au final, il y a une démultiplication qui fait que vous aurez des contrats qui seront de plus en plus adaptés à votre risque et qui en même temps vont vous permettre d'aller plus loin sans vous en demander plus. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, je crois, dans les données. C'est effectivement leur transmission, mais c'est aussi comment on peut être plus performant en y passant moins de temps. Je vais prendre quelques exemples qui ne sont pas forcément liés à l'agricole, quoique, qui ont, on va dire, effet aujourd'hui ou qui arriveront demain. Le premier, il a déjà effet aujourd'hui, en fait. C'est autour de la sécurité des personnes et des biens. Donc aujourd'hui, tout le monde, enfin beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent, vous savez, ces fameux bracelets connectés pour
calculer le nombre de pas, les pulsations, ce genre de choses. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont au niveau de la santé. Donc nous, aujourd'hui, sur la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a beaucoup de protection de données autour de cela. Par contre, sur certains risques, typiquement travailleurs isolés, les personnes en dépendance, et bien aujourd'hui, avant on avait des systèmes un peu lourds, les objets connectés. Donc là, clairement, c'est le détournement du MyWatch qui nous permet d'avoir une alerte quand une personne a un malaise, quand une personne a, on va dire, peut avoir un accident ou autre. Et donc ça va en faire intervenir des notions de prévention autour des personnes. Autour, on va dire, des véhicules, là aussi, c'est pas encore fait, mais ça viendra demain. C'est, par exemple, nous, assureurs écoles, on a énormément de sinistres très graves avec le matériel agricole. Pourquoi? Parce que quand un tracteur rencontre un motard, généralement, il y en a un des deux qui perd. Et il perd beaucoup. Et donc, forcément, c'est des sinistres extrêmement importants. Donc, aujourd'hui, eh bien, le big data, les réseaux, c'est-à-dire comment je peux alerter mon environnement que potentiellement j'ai une situation de risque qui va arriver. Voilà. Donc, c'est une notion de prévention autour, effectivement, de la sécurité routière, de la sécurité au travail. Et puis, le dernier point que j'ai mis aussi, historiquement, là aussi, on a fait beaucoup d'actions dans le monde de l'élevage. Je prends un exemple. En agriculture, par exemple, on ne couvre pas les coups de chaleur s'il n'y a pas d'alarme, s'il n'y a pas de système de sécurité. Pourquoi? Parce que la fréquence est trop importante. Aujourd'hui, avec... c'est une méthode de compte à rebours assez intéressante. Et... comment dire? Donc aujourd'hui, justement, avec les API, avec les objets connectés, on peut capter un ensemble de données extrêmement important, ce qui fait qu'on va pouvoir modéliser des systèmes, des situations de risque ou de survenance qui font que ça va permettre de faire de la prévention, mais ça va permettre aussi de modéliser, on va dire, des capacités d'assurance sur certains risques qu'on n'assurait pas auparavant. Ça viendra beaucoup, notamment sur le sanitaire, on le met là, mais ça peut paraître sur on va dire, la conservation des biens, comment dire, la qualité sanitaire tout au long de la durée de vie. Un autre exemple qui va être plus en lien avec ce que vous avez vu auparavant et qui va montrer aussi quelque chose qui a beaucoup changé en quelques années. Donc effectivement, tout ce qui est au-dessus, finalement, c'est ce que vous avez un peu présenté sur la gestion vue de l'agriculteur. Nous, vu de l'assureur, qu'est-ce que toute cette technologie nous a permis? La première chose, on a lancé par exemple un contrat climatique sur prairie, des choses qu'on ne savait pas faire avant parce que les données n'existaient pas. Donc on a fait, comme ce qui a été évoqué, on a pris les données d'Airbus, on a modélisé sur 15-20 ans quelle était la production moyenne, on va dire la base 100 d'une production moyenne d'herbe, de prairie, et on va dire, modélisé des zones fourragères homogènes et des variabilités autour de ça, ce qui nous a permis de calculer finalement, grâce à un système indiciel donc satellitaire, d'origine satellitaire, eh bien, comment on peut déterminer des pertes de rendement en prairie, ce qu'on était totalement capable de faire il y a 5 ans, 10 ans. Le deuxième volet, c'est que finalement, avec les API, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans, 10 ans, on peut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, le système de souscription de ce contrat permet à un agriculteur, via son numéro package, de rapatrier son assolement. C'était quelque chose dont on rêvait il y a 10 ans et sur lequel on n'avait pas le droit. Pourquoi? Protection des données, pas accès, etc. Aujourd'hui, ça s'ouvre. Donc ça simplifie, on va dire, 1, ça permet une assurance, 2, ça simplifie la souscription. Le deuxième point, et donc là on va être un peu plus dans le rêve à l'avenir, c'est effectivement tout ce qui va être le suivi des cultures. Nous, nos contrats climatiques, ils intègrent forcément la pratique de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'il y a eu ce qu'on appelle un comportement de bon père de famille. Et donc on va les vérifier sur place, qu'il a fait des bons traitements, qu'il a bien traité les cultures et autres. Demain, avec les données, tous les suivis que vous faites par différents, on va dire, outils, nous on n'aura plus besoin d'aller voir, puisqu'on aura confirmation à distance que les pratiques agricoles ont été bien respectées. Dernier point, l'évaluation des rendements. C'est clair qu'aujourd'hui, eh bien, on va déplacer un expert qui va faire le tour, qui va compter le nombre d'épis, etc., etc. Enfin bon, toute une mécanique, on va dire, extrêmement industrielle, mais lourde. Et c'est vrai que demain, effectivement, on voit qu'avec les outils, les drones et autres, l'évaluation des rendements pourra se faire, je ne sais pas à distance, mais en tout cas de manière beaucoup plus industrielle, beaucoup plus précise, beaucoup plus efficace. Et ce qui veut dire qu'au final, on pourrait avoir une expertise à distance. Donc on n'est encore pas là, mais je pense que dans quelques années on le verra,
C'est quelque chose aujourd'hui qui est totalement existant dans plein d'autres métiers, enfin d'autres métiers d'assurance, et qui demain, on va dire, se développera. En synthèse, pour qu'on exploite, on va dire, correctement toutes ces données, les conditions, donc c'est la convergence des outils via les API, on va l'évoquer très largement, la disponibilité des données. La convergence des API ne veut pas forcément dire disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une accessibilité à des données qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'entreprises ou d'instituts auparavant gardaient chez soi. Donc c'est vrai que le partage crée la richesse à ce niveau-là. La capacité à modéliser des applications pratiques, c'est-à-dire que les données pour les données, ça ne sert à rien. Il faut trouver des usages, il faut que ça ait une valeur ajoutée au quotidien, on va dire pour les deux parties prenantes, sinon ça n'a pas d'intérêt. Le corollaire, bien entendu, c'est le coût. C'est-à-dire que souvent, on a évoqué tout à l'heure le volet recherche et développement. C'est comment on arrive très rapidement à avoir des coûts assez bas. Et le côté, on va dire, développement agile qui permet cela. Pour nous, donc, utiliser les données, c'est mieux prévenir les risques. Ça, c'est clair, c'est un volet important. Si on peut les éviter, c'est un premier point. Personnaliser les contrats et les services, en développer de nouveaux. Et si possible, masquer la complexité de l'assurance. C'est vrai que ça c'est quelque chose, on sait qu'il y a beaucoup d'attractivité à venir nous voir, mais d'autres métiers sont comme ça aussi, très réglementaires, très compliqués, ce qui fait qu'on a, on va dire, un vrai enjeu à rendre lisible, accessible, on va dire, beaucoup de ce qu'on fait. Donc on voit à travers votre exemple, voilà, qu'il y a une notion supplémentaire, un petit peu de, voilà, en conclusion, de simplifier les contrats, et donc de rendre plus fluide et de aussi faire gagner du temps à vos clients. Le fait aussi de gérer le risque de façon personnalisée et plus précise aussi pour développer demain aussi et assurer ce qui n'est pas forcément assurable ou moins bien appréhendé en termes d'assurance. Et aussi un point sur la véracité des données aussi avec la capacité d'aller voilà, solliciter des experts à distance pour voilà, sécuriser un petit peu les données que vous réussissez à collecter. On va arriver, merci beaucoup pour vos interventions, on va arriver sur la phase de débat. Donc voilà, on va développer le débat sous trois angles. La diversité en effet dans le Big Data, qui est la thématique de cette table ronde. Sous l'angle tout d'abord technologique. Et j'ai donc une première question concernant justement la maturité de ces outils. On a vu justement qu'on avait une diversité de données assez importante. On peut avoir des données plantes, des données météo, des données clients aussi. On peut avoir par exemple des tweets d'agriculteurs aussi. Tout ça fait partie des données que l'on peut collecter et que l'on peut croiser pour imaginer demain de nouveaux services. Mais qui dit aussi diversité des données, dit diversité des capteurs. Et dans ce sens-là, par exemple, Marion Carrier, comment vous voyez la gestion de cette diversité des capteurs pour mesurer cette diversité de données? Alors, du coup, j'aurais deux éléments de réponse. D'un point de vue plutôt technique, déjà sur la gestion de données très hétérogènes, donc, qui est pour moi la principale problématique du big data en agriculture. On n'a pas vraiment de problème de beaucoup de données, sauf quand on commence à toucher de la génétique. Le problème, c'est vraiment cette hétérogénéité de la donnée qu'on va obtenir. Et je pense qu'on l'a bien dans Majestan, quand on a des données climatiques à l'intérieur de la serre au pas de temps de la minute, des données à l'extérieur de la serre au pas de temps du quart d'heure, des données à l'intérieur de la serre sur le CO2 au pas de temps de 10 minutes, des données sur les radiations et la plante au pas de temps d'une demi-heure. Donc, comment est-ce qu'on gère toutes ces données de manière cohérente? D'un point de vue technique, on a maintenant des nouveaux outils de gestion des données qui s'écartent un peu des bases de données qu'on avait auparavant avec donc, des matrices. On a un tuple, une ligne de données par exemple, si je reprends la serre, on a une donnée à 3h45 pour lequel on va devoir renseigner de la température, du CO2, de la température de feuilles, etc. Dans la pratique, notre capteur il reçoit une seule donnée, ce qui veut dire que finalement on va stocker une matrice très creuse et sur chaque ligne on aura uniquement la date et une valeur de données renseignée. Stocker ces matrices, stocker ces données et ces matrices, ça a un coût important, et c'est pour ça que depuis les années 2000, avec notamment les problématiques de Big Data qu'avait le GAFA sur les données consommateurs notamment, on a des outils de base de données qui vont permettre de stocker uniquement les données intéressantes et de séparer ce stockage des données
vraiment unitaire et partielle de leur gestion, leur interrogation, qui va être beaucoup plus agile. Et le jour comme ça où on voudra dans l'instant rajouter un capteur sur, je sais pas, voilà, le diamètre de fruits par exemple, bonne idée, on va pouvoir rajouter, on n'aura pas à rajouter une colonne pour toutes nos données précédentes, on aura simplement à rajouter cette donnée dans la suite de notre base et on pourra, de manière complètement transparente, réinterroger cette donnée comme les données passées. Donc ça c'est le point de vue technique vraiment. Pour ce qui est de la valeur apportée, à partir de cette donnée, comment est-ce qu'on gère ces données, comment est-ce qu'on les interroge de manière cohérente pour apporter de la valeur. Donc déjà il y a une chose, c'est qu'on va avoir des outils de modélisation, de simulation, forcément, c'est plus ma partie, qui vont permettre de faire le lien entre ces données, ces différentes données. Par exemple, quel est le lien entre la température à l'extérieur de la serre, la température à l'intérieur de la serre et la surface foliaire. Comment est-ce qu'on interroge toutes ces données de manière cohérente, comment est-ce qu'on leur donne un sens commun, et comment est-ce qu'à partir de ça, on va être capable de prédire des variables intéressantes, par exemple le rendement qui intéresse l'ensemble de la filière. À noter qu'également ces technologies vont permettre de rendre cohérentes les données, vont permettre également de les compléter, puisque finalement on ne va pas vous faire passer votre drone ou mettre des stations météo sur toutes les parcelles, simplement sur certaines parcelles, et on va virtualiser les points de mesure sur les autres parcelles. Concernant les capteurs au champ aussi, on peut mesurer énormément de données différentes. On a parfois du mal un petit peu à se dire, voilà, est-ce que demain on aura encore une quantité de capteurs encore plus développée? Comment ça se gère aussi au niveau de l'exploitation pour le producteur? Comment lui, il va pouvoir appréhender tous ces capteurs et toutes ces technologies à maîtriser? Médiciné, vous avez peut-être une petite idée justement sur la maturité de ces capteurs? Oui, alors effectivement, on anime avec l'INRA une unité mixte de recherche sur les capteurs, c'est l'UMT Capt, et on évalue, je dirais, tous les capteurs disponibles et qui pourraient trouver un usage agricole. On utilise de plus en plus, en fait, pour parler de maturité, l'échelle TRL. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est technologie reliability level, enfin le niveau de maturité technologique. Donc c'est une échelle qui est de plus en plus utilisée pour évaluer la maturité d'une technologie. Les instituts techniques, c'est une échelle qui va de 1 à 9. 1 c'est l'unité, 9 c'est le produit commercial. Et les instituts vont se positionner souvent sur l'échelle de 4 à 6. Et notre métier, c'est d'aller chercher des technologies. Aujourd'hui, c'est assez mature. Les capteurs sont assez matures, les coûts ont énormément baissé. Ce qui va manquer, c'est la maturité de la capacité à traiter ces informations pour en produire une valeur, pour en tirer une valeur. La donnée brute en tant que telle, même si elle est massive, elle a assez peu de valeur intrinsèquement. Il faut pouvoir transformer cette donnée en information et en connaissance. Et c'est sur la combinaison, je dirais, plus de l'utilisation de cette donnée qu'on va apporter de la maturité. Et le point le plus important, c'est la maturité des besoins. Parce que finalement, tout ce qui va tirer la technologie et son usage et créer vraiment une véritable innovation, c'est-à-dire qui est adoptée par un grand nombre d'utilisateurs, c'est de définir le bon besoin. C'est ce qui fait que les startups, il y a plein de startups qui s'écroulent, qui n'ont pas trouvé leurs usages, et puis des startups qui ont trouvé exactement l'usage, qui répondait exactement aux besoins, et qui va développer un niveau de maturité maximale, et donc créer une véritable innovation. Donc nous, on teste sur les Digifermes que je vous ai présentés, dans le cadre de projets de recherche, on teste des capteurs qui sont matures, mais qui n'ont pas encore trouvé une maturité dans la capacité à interpréter les données. Et c'est dans le couplage souvent de la modélisation et de la donnée acquise, on parle d'assimilation de données, pour recaler les modèles, qu'on va apporter de la valeur et une information utile. Et en travaillant avec les producteurs, en définissant exactement l'usage dont ils ont besoin, donc sur le terrain, en déployant ensuite dans des réseaux d'agriculteurs, on va trouver le bon usage du bon capteur. Un point aussi, ça concerne ce qu'on appelle l'interopérabilité des outils aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des données sous différents formats. Je
pense que c'est un enjeu assez majeur justement de réussir à traiter ces données différentes et d'en extraire voilà, une valeur ajoutée, un service pour les filières agricoles et pour les entreprises. Où en est-on aujourd'hui dans cette interopérabilité des outils? Est-ce qu'il y a des freins encore présents et pourquoi? Par exemple, Monsieur Barthez, est-ce que vous avez un avis sur la question? Oui, là j'ai vraiment un avis. Ça tombe bien, je l'avais imaginé. Mon avis, c'est que franchement, c'est un vrai cauchemar. C'est-à-dire que, en fait, je pense je vais prendre un exemple, l'exemple de l'enregistrement du rendement intraparcellaire. C'est une technologie qui a 20 ans. Les premiers brevets ont été déposés il y a 20 ans. On voit qu'il y a des agriculteurs qui en ont eu depuis longtemps, puis qui sont un peu servis, qui n'ont pas su quoi en faire parce que c'est compliqué, parce qu'après ils ont un format PDF, qu'est-ce que j'en fais? Et finalement, ça retombe dans les oubliettes. Et pourquoi? À mon sens, alors il y a effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Ciné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui, on ne sait pas forcément les utiliser, en tout cas il n'y a pas d'outils faciles pour vraiment valoriser ces données-là, en tout cas pas suffisamment et pas suffisamment accessibles, mais il y a un vrai problème de connectique très bête, très simple, et ça ne marche pas. J'ai l'impression de me retrouver dans la micro-informatique il y a 30 ans. Donc je crois qu'on a vraiment ce souci-là. Alors ça évolue beaucoup, hein. Il y a effectivement, bon maintenant il y a une norme Isobus, mais moi quand je suis rentré dans ce milieu-là il y a 2 ans, une norme c'est une norme, ben non, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des Isobus qui parlent entre eux, mais des Isobus qui ne parlent pas entre eux. Donc enfin, je dirais pour l'agriculteur ou les opérateurs en proximité, c'est vraiment, j'allais dire, une souffrance, quoi. Enfin vraiment c'est un énorme frein à mon sens. Même s'il y a des vraies tendances d'harmonisation que je pense que les constructeurs ont compris et vont de plus en plus vers une ouverture et une interopérabilité, on est encore assez loin, je trouve. Et à mon avis, ça va être le frein des 2, 3, 4 prochaines années. Et qu'est-ce qui pourrait justement favoriser la mise au point de normes un petit peu communes entre les concepteurs, fabricants d'outils? C'est le fait de coopérer demain de plus en plus qui va justement être dans des projets par exemple collaboratifs qui vont faire qu'il y aurait quand même une certaine meilleure harmonisation. Oui, alors il y a une difficulté parce que je pense que les constructeurs font les efforts qu'il faut probablement. La difficulté c'est que le matériel ne se renouvelle pas tous les 4 matins dans une ferme. Donc je pense qu'il y a aussi en parallèle de ça, effectivement probablement un peu plus de collaboration, mais bon, ça c'est compliqué, mais probablement s'il y a un peu plus d'offres, ça va inciter tout le monde à aller plus sur ce terrain-là, c'est possible. Moi je pense aussi qu'il y a quand même une voie pour des outils extrêmement simples qui peut-être ne passent pas par l'Isobus, par tout ce système relativement complexe, qui sont agnostiques, qui peuvent être des relevés via des capteurs extrêmement simples qui relèvent de l'activité, qui permettent de relever un certain nombre d'actions, qui sont sans doute pas parfaits, mais qui sont mieux que rien, qui permettent d'être une étape intermédiaire. Et je prends aussi l'exemple en météo. Moi je suis convaincu qu'il y a de l'avenir aussi pour des capteurs peut-être pas super précis, etc., mais qu'on peut, du coup, peu cher, et qu'on peut disperser sur une exploitation et compenser en quelque sorte un peu l'imprécision par le nombre. Ça aussi, je crois que c'est des voies qu'il ne faut pas se priver d'explorer. Bon, le GPS, avant d'être intégré dans une voiture, on se l'est acheté. Et puis même aujourd'hui, quelquefois, je n'utilise pas mon GPS, je prends celui de mon téléphone. Donc, je pense qu'il n'y a pas une voie unique, il y a plusieurs voies, et notamment ce côté agnostique, à mon avis, c'en est une. Merci beaucoup. Médiciné, sur ce point-là, je voulais vous interpeller. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe de capteurs un petit peu low cost qu'on multiplierait justement en faisant d'un plus grand nombre de capteurs une façon d'avoir des données plus précises, parce qu'il me semblait que la précision instrumentale était peut-être pour vous un enjeu demain sur le big data. Oui, c'est le 4e V, on
3V, 4V, 5V, on ne sait jamais avec le big data. Le quatrième, souvent, c'est la véracité de la donnée, donc la précision. C'est important, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire que low cost, c'est foncièrement mauvais. On voit beaucoup, si je reste sur l'exemple de la météo, on voit beaucoup aujourd'hui de start-up qui se lancent dans les stations météo à bas coût, qui sont vraiment très compétitifs par rapport à l'offre plus historique et qui est évaluée sur nos dispositifs. On travaille avec plusieurs d'entre elles. Donc voilà, le niveau de précision peut effectivement être moindre si on démultiplie et on va jouer sur la loi des grands nombres. Donc une grande masse de données peut compenser d'une certaine manière une forme d'imprécision, mais ça a ses limites, il faut quand même être très vigilant. Ça a généré beaucoup de grands bugs et de grandes erreurs. Voilà, il y a un exemple très connu sur la prévision de la grippe avec Google qui s'était planté parce que voilà, c'était pas aussi précis finalement, la remontée d'informations n'était pas aussi précise que l'observation rigoureuse avec la métrologie très instrumentée. Donc il ne faut pas le mettre de côté. Je pense qu'il ne faut pas avoir une attitude trop négative par rapport à ça. La masse peut effectivement compenser. Nous, on a un peu revu d'une certaine manière notre façon de faire de l'acquisition de références. Effectivement, historiquement, on avait des dispositifs très cadrés et on a mis au point un modèle de prévision de maladies sur blé, d'une maladie qui s'appelle la rouille jaune. Et on a notre dernier modèle qui a été mis au point, il est bien plus performant et il a été complètement bâti sur des données collectées dans le cadre des données de réseau de surveillance biologique du territoire, donc les BSV, pour ceux qui connaissent. On remonte énormément de données via ces canaux-là. On a utilisé ces données participatives, la grande masse de données avec 7 ou 8 ans de données acquises pour mettre au point un modèle de culture qui est bien plus performant que ce qu'on avait été capable de faire historiquement avec des approches beaucoup plus mécanistes et beaucoup plus resserrées sur notre dispositif traditionnel. Marion, peut-être non un complément sur la question ou sur les aspects aussi sociologiques. J'ai peut-être un peu de ce qu'avait dit Laurent tout à l'heure, parce qu'on a eu une problématique ensemble sur en effet les cartes de rendement, donc qui sont effectivement des cartes qu'on a reçues dans des formats complètement propriétaires fermés, alors qu'il existe des formats, notamment le shapefile qui est utilisé partout dans l'aéronautique, qui est un format standard que tout le monde sait lire. Et donc là, je pense qu'il y a un levier important qui est le consommateur, enfin la personne qui va acheter ces outils et ces logiciels, de se dire je ne vais peut-être pas acheter un capteur qui va me fournir une donnée quand je veux, qui va me coûter cher, mais qui en plus, dès que je vais vouloir prendre une carte, il va me falloir payer des temps pour la décoder. Donc je pense que le consommateur, encore une fois, comme partout, a un rôle à avoir là-dessus, à demander des outils qui fournissent des données libres. Vous utilisez un des logiciels qu'on propose, un des services qu'on propose, tout ce qu'on vous fournira, on vous le fournira en shapefile, parce que c'est le format le plus simple standard. On peut vous fournir du PNG ou du PDF si vous voulez, mais le shapefile, ça reste le format interopérable avec les tracteurs de mesure, notamment avec lesquels on travaille, et avec un certain nombre de machines de système. Donc sur ce point-là, il y a aussi les normes qui évoluent quand même. On peut citer la norme OGC-SOS sur le système géoréférencé, qui n'est pas très utilisé en agriculture, mais qui est beaucoup utilisé pour le climat et l'aérospatial. Donc, qui permet donc justement de comparer des données agricoles peut-être demain avec des données climatiques, des données d'imagerie, etc. Et pour moi, le troisième point qui est important, qui va fluidifier quand même tout ça, c'est aussi l'open data. Parce que notamment, on a parlé de tout ce qui est imagerie. Les Américains étaient bien en avance par rapport à la France là-dessus, mais maintenant en Europe, un certain nombre d'images satellites vont être gratuites. Des images brutes, bien sûr, en optique comme en radar, qui permettent d'observer les carences, les volumes de feuilles, la santé des plants et leur hétérogénéité. Et donc ces données-là, le fait qu'elles soient disponibles gratuitement, sous réserve de post-traitement, mais disponibles gratuitement et dans certains formats, ça va inciter aussi, je pense, certains standards à s'imposer pour ne serait-ce qu'ordonnancer toutes ces données disponibles gratuites qui vont arriver. Sur les aspects sociologiques, Éric Brajol, comment vous percevez un petit peu la façon dont ces outils, le big data, les services qui peuvent être développés derrière, vont pouvoir être acceptés par les producteurs, d'une manière générale, les filières? On sent aujourd'hui quand même, voilà, on parle beaucoup du numérique, du big data.
quand on parle parfois voilà, avec les producteurs, ils disent bon, ils ont un petit peu du mal à appréhender. Donc demain, l'enjeu dans le big data, c'est quoi selon vous? Je pense déjà que c'est une véritable question, effectivement, cette question d'acceptabilité. La première chose, effectivement, pour qu'il y ait acceptabilité, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure dans mon topo, il faut que la valorisation des données conduise effectivement à un gain de valeur ajoutée. C'est-à-dire que si effectivement, déjà sur le principe et dans ce qui peut être démontré au niveau recherche appliquée, il n'y a pas une démonstration claire en fait que on est capable par le traitement des données, par le numérique, de gagner effectivement en performance économique, en performance technique, en efficience, je dirais l'acceptabilité, c'est déjà perdu d'avance. Le deuxième élément, c'est que évidemment, on est sur des innovations dites de rupture. Donc si on n'a pas, je dirais, des preuves de concept claires, et là je pense qu'il ne faut pas, il faut pas mégoter à ce niveau-là. C'est extrêmement important de démontrer l'intérêt, je dirais, l'intérêt technico-économique, et surtout, je dirais, l'accessibilité effectivement aux technologies. Montrer aux gens qu'il y a un intérêt et qu'ils sont capables d'y accéder. Alors une fois qu'on a atteint, je dirais, ce premier palier, qui est un palier, on va dire, un peu démonstratif, je pense qu'il y a un deuxième palier, qui est le fait de faire adhérer, je dirais, les gens à ces nouvelles technologies. Et là, il y a un point qui me paraît, mais je crois que c'était dit je suis sûr que c'était dit par d'autres, qui me paraît absolument indispensable, c'est le fait qu'on s'appuie sur des opérateurs existants. Des opérateurs, j'en vois au moins deux types, mais il y en a probablement d'autres. Déjà, effectivement, les agrofournisseurs, c'est-à-dire que les technologies numériques n'ont pas pour vocation de remplacer l'intégralité, je dirais, des opérateurs agrofournisseurs, et puis s'appuyer également, je dirais, sur le conseil je dirais, au sens très large, de manière, effectivement, à faire en sorte que le conseil aide à l'intégration, je dirais, de ces outils dans les filières. Et puis, il y aurait un dernier point, mais bon, après, en fonction des filières, c'est probablement variable, c'est le fait qu'il va falloir adapter probablement les formations, les compétences, pour qu'à minima, on soit capable effectivement d'interagir. On ne sera pas tous des spécialistes du numérique, mais être capable à minima de pouvoir interagir avec les spécialistes. Je rebondis justement sur cette dernière phrase. En termes de compétences, Gwenaëlle Simon, par exemple, selon vous, de quelles compétences aura-t-on besoin demain dans les entreprises pour relever le défi du big data? Pour les entreprises, en tout cas, qui proposeront les services, on l'a parlé tout à l'heure, si on a des données, il faut savoir les exploiter. Donc déjà, il faut avoir des compétences autour de ça, on appelle statisticien, data scientist, qu'on veut. Après, on a un deuxième volet, je pense, qui est, vous l'avez, ce qu'on appelle souvent, là aussi, l'avantage des startups, on va le dire comme ça, c'est de pouvoir faire des modèles rapides, en mode agile, et de voir finalement si ça présente un intérêt, que ça rencontre un marché. Souvent, dans nos grandes entreprises, on va avoir des programmes d'investissement qui font que quand on a une idée aujourd'hui, on va la sortir dans 3 ans. Et dans 3 ans, la technologie a changé, le besoin a changé, donc c'est trop tard. Donc aujourd'hui, il faut réussir à avoir ce côté très rapidement, en 3 mois, 6 mois. Est-ce qu'on peut tester une idée, faire un prototype et voir si ça rencontre un marché qui a un besoin. Donc ça, c'est le volet important. Et puis le volet, on va dire, côté agriculteurs et autres, c'est ce qui vient d'être évoqué aussi, c'est-à-dire la valeur ajoutée, la simplicité. Je crois que si on arrive à rendre les choses, tout le monde s'est habitué simplement au smartphone. Enfin, je veux dire, effectivement, on peut faire les formations et autres, mais si on dit aux agriculteurs, il y en a qui doivent aller faire 10 jours ou 20 jours de formation, je ne suis pas sûr qu'ils soient très enthousiastes sur un domaine des données. Donc il faut que les outils simplifient les choses. Oui, en termes d'ergonomie, d'avoir vraiment des outils que ça s'intègre au quotidien en termes de tableau de bord, d'aide à la décision. Je crois qu'on a quand même une difficulté. Je parlais avec quelqu'un un jour de Facebook, où Facebook c'est virtuel. Les outils qu'on va proposer nous, c'est des outils qui sont en lien avec la réalité. Et donc ça crée quand même une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire ça se connecte à un matériel, c'est relié à une plante, c'est relié à un sol, etc. Et donc il y a du physique, il y a des objets connectés, il y a tout ça. Donc ça complexifie un petit peu les choses et ça ralentit un petit peu le processus, c'est-à-dire que ceux qui s'imaginent qu'on peut développer des choses comme on fait dans un monde purement virtuel, il faut quand même se dire que l'agriculture, il y a aussi des saisons, il y a tout ça. Et ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que ce qu'on observe aux États-Unis, c'est que les startups ou les sociétés qui se développent le plus sur le numérique en agriculture, c'est quand même celles qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de coupler ça avec un contact. Moi, je suis assez étonné de voir, Farmer Business Network, par exemple, il
en permanence, ils font des forums pour rencontrer leurs utilisateurs, etc. On a une société qui s'appelle Farmers Edge, une société canadienne qui, elle, en fait, c'est un réseau de conseillers qui s'appuie sur des outils numériques. Donc, je pense aussi qu'il ne faut pas se dire demain, il n'y aura plus de conseillers, il n'y aura plus tout ça. Non, c'est pas vrai. Pas de réaction sur les aspects sociologiques? C'est d'accord, mais je pense qu'il y a une compétence qu'il ne faut pas oublier, c'est la sécurité des systèmes d'information, surtout dans le domaine des objets connectés. Donc on voit tous les piratages massifs qui sont faits, il y a très peu de protection, et quand ça ne marche pas, ou quand c'est piraté, les dommages peuvent être extrêmes. Donc je pense que s'il y a un autre métier d'avenir, et un métier d'avenir c'est le data scientist, mais s'il y a un autre métier d'avenir dans le système d'information, c'est la sécurité aussi des systèmes d'information qui va énormément se développer dans les entreprises. C'est souvent aussi ce qui est apporté comme argument pour expliquer un petit peu l'essor un petit peu plus faible que ce qu'on espérait sur les objets connectés vis-à-vis du grand public, justement. Sur tout ce qui peut être domotique aussi, etc., ou la gestion, par exemple, l'ouverture des voitures, etc., et on voit parfois dans ce secteur des objets connectés, de l'IoT, que voilà, les analystes espèrent souvent un démarrage un peu plus fort, et les consommateurs sont encore un petit peu réticents, et parce que les moindres problèmes de sécurité font toujours un petit peu mauvaise presse et freinent un petit peu justement ces achats. Et je pense aussi par rapport à l'interopérabilité des outils aussi, c'est vrai que les consommateurs aujourd'hui voient énormément de produits se développer et se disent si j'en achète un, il ne va pas forcément marcher avec celui que j'achète chez un autre concurrent et ainsi de suite. Et donc après ça multiplie aussi la complexité. Sur les aspects économiques, justement, sur les business models, la valeur ajoutée, son partage aussi dans les filières. Justement, est-ce que vous avez des avis justement sur les business models qu'on peut imaginer demain dans le cadre du Big Data avec les services, avec quel type d'acteurs, quelle valeur ajoutée, comment elle est partagée aussi dans la filière végétale, avec la question justement du retour un petit peu sur investissement vis-à-vis des producteurs qui justement, eux, génèrent, mettent à disposition ces données. À d'imaginer sur du très très long terme, je peux être un peu plus modeste, parce que je n'ai pas forcément une bonne vision de l'ensemble du monde, mais sur le modèle que nous avons identifié chez Cybeltech, l'idée c'est qu'on a des compétences qui sont un peu différentes, assez complémentaires, plus proches finalement de ce qui est utilisé dans l'industrie qu'en agriculture pour l'instant. Et donc de toute manière, on n'a pas la vérité terrain, on n'a pas la condition, ce que vit au jour le jour le producteur. Donc dans tous nos business models sont basés sur du B2C pour les phases où on va s'adresser à de la sélection, à de la transformation, à de l'assurance, à des gens qui ont déjà une connaissance, qui ont intégré ce métier. Pour les phases de production, on va, et comme on fait dans la gestion de notre projet, s'appuyer beaucoup sur des échanges avec les coopératives, avec les instituts, comme on s'appuie avec les instituts de recherche comme l'INRA sur les recherches sur les plantes, pour vraiment valider quel est le besoin pour l'utilisateur final. C'est par exemple l'IRIC qui nous a permis d'identifier qu'un gros problème au niveau des serres, c'est l'automate avec ses 350 paramètres à gérer et un peu plus de mains dans les serres semi-fermées. Donc c'est vraiment avec ces échanges-là qu'on imagine, en tout cas, pour répondre à des besoins pertinents pour le producteur. Ce qu'on a, là aussi, on a beaucoup observé ce qui se passe aux États-Unis, qui ont eu cette révolution un peu plus tôt que nous. On s'aperçoit que les modèles de paiement du service, c'est quand même très très difficile. Même s'il y a une valeur, on estime que, même si elle est bien partagée, il y a des exemples, c'est quand même quelque chose de difficile à mettre en place. Donc il faut arriver à ce que le service qu'on amène soit packagé autour d'un produit. Nous on est plus convaincus que c'est comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire que renforcer le produit, renforcer un service global, plutôt que de définir sur un service un tarif. Je crois que c'est plus vers ça qu'on va, mais je pense que le deuxième élément, c'est qu'il y aura beaucoup de business models suivant les cas. Et puis ensuite, il y a une autre voie qui est, je vais rebondir sur ce que disait M. Simon de Groupama, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, un savoir-faire
qu'on peut avoir acquis par la connaissance ou par un certain nombre d'observations, etc., peut intéresser de manière indirecte ou plus directe d'autres opérateurs. Et ça, il faudra qu'on trouve des moyens simples et qui soient là aussi porteurs de valeur pour tous. Mais j'imagine qu'effectivement, c'est un assureur qui aurait accès à un certain nombre de données qui lui permet de diminuer son risque. Il y a peut-être quelque chose aussi de conjoint à imaginer, parce que finalement, nous, qu'est-ce que nous vendons ? Nous vendons une génétique plus qu'une semence. Une génétique, c'est un espoir de rendement. Bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi des offres plus globales qui peuvent être apportées et finalement sans rentrer et permettre à l'agriculteur finalement de gérer son portefeuille de culture un peu comme on gère un portefeuille d'actions ou de réserves financières, c'est-à-dire peut-être une partie un peu plus risquée mais plus rémunératrice, une partie plus sécuritaire, etc. Et on peut imaginer que la combinaison d'outils numériques, d'outils assurantiels et de connaissances autres puisse amener une valeur très, très complémentaire. Monsieur Simon. Tout à fait, hein. Je pense que sur la valeur ajoutée, de toute façon, j'aurais tendance à dire si l'agriculteur n'en trouve pas une, les produits n'existeront pas. Donc après les différents modèles, on voit autour des données, hein, si vous parlez des GPS, vous avez des modèles qui étaient payants, il y a des modèles aujourd'hui qui sont gratuits, qui ont trouvé d'autres modèles économiques et dont la base gratuité a fait le succès. Donc il y aura sans doute plusieurs modèles qui vont exister concomitamment et bien souvent ils seront aussi en prolongation, enfin en tout cas dans le domaine assurantiel, ces services sont souvent en continuité ou une condition d'assurance. Donc là aussi ça met un prolongement à des produits déjà existants. Donc avec on va dire un coût ou une intégration dans un autre coût. Ces outils permettent, quand je dis tout à l'heure, de rendre assurable certains risques, c'est que la prime sans ces outils est de toute façon pas acceptable. Donc dans certains cas, on va dire le fait d'aller vers là, ça rend quelque chose qui devient assurable, parce que aussi accessible par rapport au coût que ça représente. On va peut-être, l'heure tournant, ouvrir les questions à la salle. Si vous avez des questions, voilà, soumettre. Oui, Philippe Corel, IRA, Angers, IRHS. Oui, je voudrais poser une question concernant, enfin du moins une remarque concernant cette notion de capteur qui génère des données. On n'a pas beaucoup parlé de capteurs générant beaucoup de données, donc des big data, et notamment dans le cas des serres, les données climatiques. Mais on a peu abordé le problème de la plante dans nos discussions. Et je trouve que, notamment pour les cultures sous serre, donc la tomate est un bon exemple, on peut générer énormément de données de l'environnement de la plante, mais sur la plante elle-même, on a peu de choses, et finalement, on n'a pas des big data, on a des small data la plupart du temps, puisque ne serait-ce que pour mesurer une surface foliaire, c'est pas si simple que ça. Et tu parlais donc d'approches encore plus qualitatives sur le diamètre d'un fruit, ou la couleur du fruit, ou la teneur en certains éléments du fruit. Là, on est très loin de big data. Donc, est-ce qu'on ne s'achemine pas en ce moment vers une certaine hétérogénéité des données très très pléthoriques dans un certain nombre de domaines, et des données finalement très peu abondantes dans d'autres? Ce qu'on peut peut-être résoudre par une certaine modélisation, mais la les modèles sont, comme on le sait tous, faux ou relativement faux, avec une certaine variabilité également. Et donc, finalement, on tourne un peu en rond, parce que finalement, la plante, encore actuellement, c'est pas vraiment exploité son comportement. Ce que tu dis est complètement vrai. En fait, ce qu'on envisage effectivement dans le cadre de Magestan, je ne sais pas si j'ai été clair à ce niveau-là, mais on a effectivement une utilisation, je dirais, des données classiques, en fait, donc des données climatiques, des données d'irrigation, mais on a effectivement ce qui va, je dirais, orienter sur le type effectivement de capteur à choisir, c'est effectivement les modèles. Donc il est évident qu'on recherche d'autres types effectivement je dirais, de données. En tout cas, on a d'autres types de capteurs, et notamment on a des capteurs, je dirais, sur les plantes, les diamètres de tiges, tout ce qui va concerner effectivement les fruits de sève. Et donc on va, je dirais, dans le cadre effectivement de modèles certes imparfaits, mais qu'on va transformer modèles cognitifs par des modèles de pilotage, on va effectivement prendre en compte des
capteurs plantes. Et on sera, l'idée c'est que le small data qu'on a aujourd'hui sur les capteurs plantes deviendra du big data, mais c'est pas on ne va pas acquérir a priori des données sur la plante et se demander ce qu'on va en faire. On va regarder effectivement par rapport aux données de sortie des modèles, on va regarder effectivement qu'est-ce qu'on a besoin comme données d'entrée, et forcément on a besoin de données d'entrée plantes. Juste sur cette question, je rebondis parce que côté Arvalis, ce qu'on fait avec l'INRA, c'est du big data capteur plante. Dans les dispositifs de phénotypage à haut débit, notamment celui qui était illustré là, mais nous avons aussi un robot de phénotypage qui va passer sur des parcelles et capter avec 3 types de capteurs, donc des caméras RGB, du radar, enfin du lidar, des spectro-radiomètres. Ce type de dispositif sur une plateforme d'essai, c'est 4 Tera de données acquises sur une campagne, parce qu'on va avoir une cinétique de la hauteur, enfin le développement complet de la plante qui génère une quantité de données vraiment colossale qu'on a du mal, ne serait-ce qu'à transmettre et à stocker. Alors je ne parle même pas de les valoriser, on a des années de données à valoriser à chaque campagne d'acquisition. Donc aujourd'hui, il y a déjà des dispositifs de recherche qui mesurent toute la plante et son contenu, chlorophylle, surface foliaire, etc., à tous les étages des céréales. Donc moi je suis complètement d'accord avec vous sur l'aspect hétérogénéité de la donnée, variabilité de la donnée, et que c'est plutôt là qu'on a des choses à chercher plutôt dans la quantité. Après c'est vrai que dans la notion de big data, souvent on prend en compte en plus des problèmes de volume, c'est ce qu'on appelle quand on parle des 5V, l'aspect variabilité de la donnée, variété de données. Et c'est ça qui est vraiment, je pense, nous ce qu'on voit en tout cas dans les bases de données historiques de nos clients, dans ce qu'on cherche à produire, c'est vraiment ça qui est intéressant, d'avoir des données très différentes et d'arriver à leur donner un sens en commun. Alors on peut en acquérir beaucoup, mais là on se retrouve sur des problèmes de coût, comme on disait, le coût du stockage, le coût du capteur, le coût de la remontée de la donnée. Et là je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il faut mieux étudier des modèles ou autres, étudier quelles sont les données dont on a besoin, quel est le gain de chaque donnée, et est-ce que le gain apporté par chaque donnée est supérieur à son coût de récolte. C'est une remarque qui peut être très intéressante. Moi j'ai une question pour monsieur de Groupama. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit à la fin dans les objectifs. Vous dites que ça permet de masquer la complexité de l'assurance. Donc ça c'est une vision positive. Mais en fait on peut le décrypter en disant mais finalement nous on ne connaît pas vos algorithmes, on ne connaît pas vos règles de décision, on ne sait pas comment vous allez calculer le coût de la police de l'assurance. Et du coup j'ai une question plus générale pour vous, c'est est-ce que pour les opérateurs privés qui récupèrent des données d'agriculteurs ou de consommateurs, est-ce qu'il peut y avoir une charte, un peu de transparence sur comment ils se servent des données, ce qu'ils en font, quelles sont leurs règles de décision, etc. Groupama est un très gros acteur en santé individuelle et nous n'avons pas les données de santé individuelle. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a des règles autour de ça qu'il faut que les personnes sont protégées. C'est-à-dire qu'on sait qu'on paye, on sait qu'on paye selon des règles, mais on ne sait pas affecter ce qu'on a payé, ou du moins le lien entre ce qu'on a payé à une personne. Donc vous voyez, donc l'exploitation de données est déjà, on va dire, protégée par rapport à un ensemble de choses. Après, sur d'autres données, on va dire, elles sont, on va dire, purement statistiques. C'est-à-dire qu'on là aussi, vous avez des évolutions énormes en termes d'utilisation, ou de règles d'utilisation. Donc ça, c'est tout on est dans un monde assez réglementé. Par exemple, on n'a pas le droit de refuser l'accès à certaines assurances. On ne peut, on va dire, jouer que sur des règles de tarification qu'on peut confirmer par des règles statistiques. Hein, je m'exprime, par exemple, tout à l'heure j'étais sur l'automobile, on sait que les jeunes conducteurs présentent plus de risques que des conducteurs, on va dire, expérimentés. Et ça, statistiquement, c'est prouvé. Ce qui veut dire que ça justifie le fait qu'il y a un tarif différent entre un jeune conducteur et un conducteur expérimenté. Voilà. Donc comment, on va dire, la réglementation se met en place. On ne peut pas faire ce qu'on appelle la discrimination, en fait, hein, par rapport à ça. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question. Après, les modèles, j'aurais tendance à dire, forcément, c'est comme l'industriel qui fabrique son moteur. Quelque part, il ne va pas livrer sur la place comment il a fabriqué son moteur à explosion ou son nouveau modèle. Donc là aussi, on a nos secrets de fabrique qui vont être liés, on va dire, à la capacité à exploiter les données dont on dispose. Par contre, comme je disais tout à l'heure, le côté réglementation est très fort. Dans nos domaines aussi, on est très, comment dire, surveillé en termes de CNIL, d'exploitation des données individuelles et autres.
Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on fait extrêmement attention. Donc ce qu'on exploite, nous, c'est vraiment des bases statistiques. C'est en ce sens où qu'on fonctionne, quoi. Juste pour compléter, il y a un débat dans le monde agricole sur la propriété des données. Il me semble que ce n'est pas tout à fait celui-là qu'il faut avoir, c'est sur l'usage. Alors évidemment c'est lié, mais moi je crois que, enfin nous, ce que nous voulons mettre en place, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire l'usage des données? Ça veut dire que si des données de l'exploitation sont générées par un certain nombre d'outils qu'on met à disposition, il faut que ces données, réellement, l'agriculteur ait la liberté totale de les utiliser pour autre chose. Et notamment de quitter ce service pour en prendre un autre. Et ça, il faut que très concrètement, ça soit possible. C'est que ça ne soit pas via des procédures tellement compliquées qu'on ne le fait jamais. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit attentifs, les fournisseurs, à ça. S'il n'y a pas une simplicité dans la possibilité de partir, d'utiliser et de ne donner accès qu'à certaines conditions, je comprends effectivement qu'il y ait des craintes. Je voudrais peut-être revenir rapidement sur l'hétérogénéité des données et la discussion qui vient d'avoir lieu en relation avec l'outil que vous souhaitez délivrer. Donc vous avez des données plus hétérogènes au niveau plan, on peut les acquérir, mais elles vont être plus hétérogènes par rapport aux données qu'on a sur le plan, qui sont des données beaucoup plus nombreuses, qui sont déjà relativement bien intégrées. Ma question est relative à la fiabilité de l'outil que vous pensez vous allez les livrer. Vous nous avez dit que vous avez deux sites, un au CDIFL et un chez un producteur, pour tester votre système. Mais le système n'est pas encore sûr que vous allez arriver à une fiabilité. Est-ce que vous pensez faire évoluer votre modèle dans le temps et progressivement fédérer des agriculteurs ou des horticulteurs autour de ce projet-là? Parce que la fiabilité est un élément essentiel de l'adoption d'un outil de ce type par des producteurs. Je vais faire pour y un élément de réponse. Donc effectivement, la preuve de concept à différents niveaux vont être pris en compte au niveau du projet Magestan, où justement il y a des moyens importants qui sont mis en place au CTIFL en termes d'infrastructure, en termes de moyens expérimentaux pour, dans un premier temps, être capable de comparer, je dirais, de manière très analytique ce qu'on va apporter effectivement dans le système, on va dire, Magestan par rapport au système témoin. Donc ça, évidemment, c'est une première étape dans le cadre du projet, mais évidemment, c'est pas une fin, effectivement, c'est pas un seul de tout compte. À un moment donné, on va faire un état des lieux, effectivement, de ce qu'apporte le système comparativement à un témoin. On va évidemment, en parallèle, continuer à acquérir de données et alimenter le modèle, c'est quelque chose dont Marion va nous en parler aussi, mais l'autre élément, c'est évidemment l'acceptabilité et le fait que ce soit utilisable chez un professionnel. Donc ça aussi, on se fait fort, effectivement, je dirais à la fin du projet, en deuxième phase du projet, de pouvoir le faire. Et évidemment qu'un modèle, ça va s'alimenter, je dirais, la fin du projet n'est pas la fin du modèle et n'est pas effectivement la livraison d'un produit fini, déjà parce qu'on va se polariser sur un certain nombre d'objectifs. J'ai parlé des augmentations de productivité, j'ai parlé d'amélioration de rendement, j'ai parlé de réduction des intrants, mais on ne pourra probablement pas tout faire et probablement pas bien tout faire, je dirais, dans le cadre du projet, et on sera sur un point d'étape. On va peut-être d'un point de vue un peu plus pratico-pratique. Donc les données de validation de l'outil, comme Eric l'a dit, ce sont des données économiques, donc c'est l'agriculteur à la fin, donc c'est à la fin qui regardera par rapport à un témoin, est-ce qu'on a gagné ou comment. D'ailleurs, la réponse ne s'appartient pas est-ce qu'on a gagné ou non, ça sera où est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a fait quelque chose ou, parce qu'en science on n'a jamais une réponse exacte linéaire. Ensuite, pour ce qui est de la construction de l'outil, là on a des données effectivement avec des erreurs, c'est pour ça que j'ai bien parlé au début de la partie véracité de la donnée, validation de la donnée. Il existe quand même des techniques, on est en train de les mettre en place bien sûr sur les capteurs en question, mais on est capable de détecter des outliers ou des données, des capteurs qui d'un seul coup vont se mettre à dériver sérieusement aussi parce qu'on a des capteurs compliqués dans les serres, par exemple, on va tolérer certains écarts et évidemment lever une alerte. Quand on va lever une alerte, on va systématiquement stopper tout ce qui est assimilation de données, apprentissage temps réel, si on peut dire, puisque effectivement l'idée des outils, c'est que donc, on a une pré-construction des
soit cognitif avec des équations connues grâce notamment aux travaux de Minera, soit préappris, quand on parle de modèles statistiques, notamment en cas de réseau de neurones, préappris sur des données historiques. Là, on a contrôlé, on a fait à un moment, on s'est un peu rassuré sur les méthodes de l'outil instant T. Ensuite, on sait qu'on va faire de l'apprentissage de données dans les modèles cognitifs, on sait qu'on va faire de l'apprentissage supervisé dans le cas d'outils type réseau de neurones. Et dans ce cas-là, effectivement, on est extrêmement vigilant à la qualité de la donnée. Il faudrait qu'on commence dès maintenant à garder ces scripts sur comment jeter les données qui sont fausses. Jean-Claude Moget, Agrocampus Ouest. Oui, enfin, j'ai bien compris qu'une des questions qui se posent, c'est peut-être pas tant les aspects capteurs, parce qu'effectivement, il y en a plein. Il y a aussi des possibilités d'ailleurs d'aller chercher des capteurs dans d'autres domaines que celui de l'agriculture. On voit par exemple les capteurs de déplacement qui ont été utilisés pour les mesures de diamètre de fruits, de tiges, etc. C'est plutôt la question des modèles qui me tarabue. C'est-à-dire, est-ce que vous, les uns et les autres, dans l'assortiment de ce qui est proposé actuellement par les labos qui font la modélisation de plantes ou de cultures, donc des modèles qui sont soit statistiques, soit déterministes, plus ou moins stochastiques, des modèles mécanistes, des modèles même le fin du fin, structure, fonction, architecture, etc. Est-ce que vous faites votre bonheur, ou bien est-ce que vraiment vous vous tournez vers ces labos-là pour dire ah non, nous, il nous manque telle et telle chose, ou bien peut-être que c'est proposé, c'est déjà pour vous. Donc, pour parler en tout cas de Cybeltech, peut-être une correspondre un peu mieux aussi que c'est IFL, une réflexion qu'on s'était faite quand on a monté le projet, et que nous on s'est faite de manière globale parce qu'on travaille avec l'INRA, avec le CIRA, avec Centrale Paris sur la question des modèles. Dans la littérature est déjà très très riche, il y a déjà plein de choses, et il y a un gap énorme entre ce qui est dans la littérature et ce qui est utilisé. Et on a essayé un peu de comprendre ce gap-là, et en fait c'est pour ça qu'on a créé en spin-off de Centrale Paris Cybeltech, enfin qu'ils ont créé, je n'ai fait que suivre la Centrale Paris Cybeltech, mais ils ont créé ces entreprises parce que justement on constatait qu'il y avait un gap, et le gap c'est quoi? C'est souvent, sans être exhaustif, c'est souvent que les modèles de la recherche, ils sont faits pour ça, ils sont un peu idéaux, ils sont avec extrêmement de paramètres, énormément de données à mettre en entrée, ces données on les a pas, on a des incertitudes au niveau de la production sur ces entrées qui ferait que le modèle évidemment n'est pas intéressant. Et donc si je peux donner un exemple sur comment on travaille avec ces laboratoires, ce qu'on fait dans le cadre de l'investissement par exemple avec l'INRA, c'est qu'on sait qu'ils ont des choses intéressantes, mais on aurait bien aimé les utiliser telles quelles, c'est pas vraiment possible parce que c'est un peu surparamétré, donc on va travailler avec eux à décliner une version utilisable dans des outils d'optimisation. Et par contre, en échange, ce qu'on leur demande, c'est de travailler plus loin sur l'aspect qualitatif, notamment s'intéresser à la distinction des différents sucres, puisqu'on s'intéresse au sucre d'auto, sur ce qu'on imagine de produire en faisant, comment distinguer les différents types de sucres, comment caractériser les acides, comment prévoir la vitamine C ou le caroténoïde. Donc c'est cette démarche-là, à mon avis. Il ne faut pas s'occuper de demander des choses tout de suite pour les industrialiser demain, parce qu'en recherche, il faut du temps, mais plutôt comment industrialiser ce qui existe et donner au laboratoire les moyens de demain proposer d'autres choses. Si je peux juste compléter pour les instituts, on n'a pas de religion sur les modèles et les types de modèles. Ceux qui font de la modélisation connaissent la phrase « tous les modèles sont faux, certains sont utiles ». On travaille beaucoup avec l'INRA, effectivement, ou d'autres instituts de recherche pour mettre au point les modèles, mais ce qui nous sert surtout en production par rapport aux outils d'aide à la décision qui valorisent tous derrière des modèles, c'est l'accompagnement qui est en cours de campagne et le recalage. Il y a des réseaux qui suivent le comportement des modèles pour voir sur le terrain ce qui se passe et confronter avec la réalité. Par exemple, l'épisode 2016 a été quand même extrêmement révélateur. On voit qu'on fait face à des aléas climatiques et les modèles mis au point historiquement sur des données climatiques anciennes sont faux, réagissent mal aux aléas qu'on vit actuellement. Donc, ce qui est vraiment important, je pense, c'est le recalage. Donc nous, à Arvalis, en tout cas, on a une chaîne très importante qui implique beaucoup d'ingénieurs et de techniciens sur le terrain pour regarder le comportement aussi des cultures, pour recaler les modèles. Et on compte beaucoup sur les objets connectés, sur les capteurs au champ dans les parcelles, pour opérer cette assimilation de données en temps réel et recaler les modèles. Donc on est vraiment dans le couplage capteur-modèle pour affiner nos prévisions. Je voulais revenir sur, en fait c'est plus une suggestion ou une remarque, sur les leviers, un des leviers de l'acceptabilité, à mon avis, qu'on évoque assez peu, c'est on a parlé d'interopérationnalité,
mais c'est notamment par rapport à la collecte de données pour fabriquer X indicateurs différents, notamment de traçabilité. Et c'est vrai que vous voyez souvent les utilisateurs finaux se plaindre d'avoir à rentrer X données sous X format et recommencer et recommencer. Et je pense que là, on a un véritable levier d'acceptabilité à partir du moment où certains outils fourniront des données qui seront interopérables. À ce moment-là, on pourra avoir une certaine acceptation peut-être plus facile. Et ça, je le vis facilement auprès des agriculteurs, puisque je suis issue de ce milieu-là, et je vois bien comment mes frères réagissent. Mais je pense que c'est à tous les niveaux. Nous, en tant que chercheurs, on pleure régulièrement parce qu'il faut toujours remplir des tableaux et des tableaux et des enquêtes dans lesquelles on rentre presque toujours le même type de données. Donc là, je pense qu'on a un levier d'action qui pourra nous permettre plus d'acceptabilité par tous les utilisateurs finaux. Merci beaucoup. Donc on va clore cette table ronde. Je tiens à remercier vivement les 5 intervenants aujourd'hui et vous dans le public pour votre participation.